Bienvenue dans le 31e épisode du podcast Il se confie, où tous les 15 jours je partage une discussion plutôt intimiste avec un homme. Avant de vous présenter Alain, je vous rappelle que vous pouvez toujours soutenir le podcast via PayPal à l'adresse ilseconfie@gmail.com ou sur la page Tipeee dédiée au podcast pour un don mensuel. Pour info, il n'y a pas eu de nouveaux dons depuis le dernier épisode et visiblement avec Noah, nous ne vous avons pas donné l'envie de vous abonner à la plateforme d'Erika Lust de porno féministe. Dans ce nouvel épisode, je reçois donc Alain, 32 ans, d'origine vietnamienne. Il nous parle de racisme asiatique et de son changement de prénom lorsqu'il avait une dizaine d'années, de son attirance pour les hommes, son coming out, sa perte de virginité tardive, mais aussi de sa perte de poids impressionnante. Certains ont pu voir dans les stories Instagram du podcast un avant-après assez bluffant. Bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour Mélanie. Alors Alain, t'as 32 ans. Oui. Et tu vis dans le 92. Exact. T'as grandi là-bas ? Ah non, pas du tout. En fait, je suis parisien de naissance. J'ai dû changer d'appartement après mes 29 ans. Donc, j'ai déménagé en douce quand mes parents étaient en vacances au Vietnam. Ah oui, parce que t'es d'origine vietnamienne. Exactement. Comme ça c'est dit. On va dire que t'es parisien. Oui, exact. Ouais, parce que t'as quand même vécu 29 ans à Paris. Exact. Dans quel arrondissement, si on peut le dire ? Dans le 14e, pas dans le 13e. Pour rentrer dans le vif du sujet, on parlera après du rapport, le fait que tu sois asiatique, ou on peut, quoi qu'on peut en parler maintenant. Oui. Est-ce que tu as connu, parce que je trouve que déjà en plus là avec le virus, coronavirus là, je vois pas mal passer de vidéos de gens qui se font harceler ou des gamins au collège qui se font carrément appeler coronavirus. On les appelle même plus par leur prénom, etc. On dit oh coronavirus viens là. Donc je trouve que c'est intéressant. J'avais eu il y a pas longtemps Dany du Québec, qui était expatriée au Québec et on a pas mal parlé aussi de. Donc bref, la question c'est que pendant ton parcours scolaire, dans toute ta vie, t'as ressenti une discrimination sur le fait que tu sois asiatique ? Bon, quand j'étais petit, bien sûr qu'on a fait les yeux fendus pour se moquer de moi. Bien sûr qu'on a écorché mon nom vietnamien, raison pour laquelle j'ai changé de prénom. Ah, c'est pas ton prénom de naissance ? Exactement. D'accord. Oui, j'ai eu un prénom vietnamien jusqu'à mes 10-11 ans. Et ensuite, comme moi, j'étais pas le seul qui était vraiment stigmatisé dans ma famille par rapport à son prénom vietnamien. Ma sœur également, en fait, tous mes frères et sœurs, on a tous décidé de changer nos prénoms pour les franciser. C'est vrai que en fait, quand on le prononce mal, en fait, les gens ont tendance à l'utiliser pour faire d'autres prénoms qui sont pas vraiment très en notre faveur. Voilà. Ah ouais, carrément, vous avez changé de prénom. Oui. Ah, c'est pas rien dans l'histoire de quelqu'un. Oui, et ce qui est bizarre, c'est qu'après, on a choisi nos premiers et seconds prénoms. Après, si tu veux, je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu le choix, en fait, dans les prénoms. Ah bon ? Ouais, je crois que mes parents nous ont donné des listes, genre 1 ou 2 prénoms, et c'est devenu nos premiers et deuxièmes prénoms, quoi. Ah ouais, t'as pas pu te dire, ouais, je veux m'appeler, je sais pas moi, Tom, Julien Non, en fait, quand j'y pense, là, je me suis dit, est-ce que j'ai la tête d'un Chris ou d'un John Lee? J'en sais rien, mais après, voilà, dès que je me suis fait appeler Alain, c'est passé Alain. Mais Alain, aujourd'hui, à mon âge, je trouve que ça passe bien. Là, c'est pas comme des prénoms qui font très, bon allez, entre guillemets, gamins comme Kevin. Ça dépend comment on le voit, le Kevin, parce que j'en avais parlé une fois, mais il y avait un podcast sur, je sais plus, sur Slate, oui, je crois que c'est sur Slate, ou peut-être Les Pieds sur Terre. Bref, j'avais écouté un épisode d'un Kevin qui expliquait à quel point aujourd'hui Kevin était vraiment vu comme un prénom de blaireau, c'était ringard comme les Brian, et qu'en fait, même sur une appli, il changeait son prénom. Et qu'en fait, ça lui arrivait de dater des nanas et que les nanas lui disent ah, tu t'appelles Kevin ? Et limite, ça casse tout parce qu'il dit son prénom, quoi. Donc, tu vois. Donc là-dessus, non, je me suis jamais fait discriminer à cause de mon prénom. Enfin, après, si tu veux, lors de mon premier job, j'ai travaillé avec mon père dans l'hôtellerie. On travaillait au service blanchisserie. Et donc, nos collègues, dès qu'ils m'ont entendu Alain, écoute, je suis devenu Alain de loin. Ah ouais, la référence à l'acteur, oui. Oui. Donc, non, mais parce qu'en fait, il y a Alain Delon, mais il y a les Alain Chabat, les nuls. Oui. Alors, non, même pas, c'est les inconnus. C'est les inconnus qui avaient fait un sketch avec Alain Delon, je crois.
Ah, c'est possible, oui, enfin... Bref, après, je pense que dans un parcours scolaire, moi, je sais que bon, c'était pas aussi violent, mais il n'y avait pas de rapport à la race, à mon ethnie. Mais en tout cas, j'avais des surnoms un peu dévalorisants. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que c'est très scolaire de taquiner les autres et d'être un peu méchant. Je dirais qu'à un âge très jeune, en fait, on s'en rend pas compte. Donc, effectivement, moi, si je fais un pas en arrière aujourd'hui, là, je me dirais que tout simplement, c'est une méconnaissance de la chose. Du coup, eux, ils ont cherché l'assimilation la plus simple pour eux. Et après, c'est devenu rigolo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les personnes que j'ai connues à l'âge avant que je change mon prénom peuvent continuer à m'appeler c'est par ce que j'allais te demander. prénom vietnamien. Tes parents, ta famille t'appellent par ton prénom vietnamien ? Voilà, c'est ça. Et par contre, mes amis actuels, ceux qui me connaissent en tant que Alain, en fait, je ne leur dis pas mon prénom. Ouais. Donc ça te fait... Ouais, ça doit être étrange comme situation. Hein. Je me dis que psychologiquement, tu vois, c'est un peu comme si tu avais deux vies. Enfin, pas deux vies, mais une double identité, deux quoi. Identités. Ouais. Et ma sœur, en fait, quand je l'emmène avec moi en soirée, en fait, quelquefois, elle peut pas s'en empêcher, elle m'appelle par mon prénom vietnamien. Je dis, non. Elle a quel âge, ta sœur ? Elle a 1 an de moins que moi. Ah, c'est cool, ça, quand on a une sœur qui est assez proche. Ouais, voilà. En fait, avec ma sœur, j'ai vécu dans la même chambre qu'elle depuis tout petit. Et après, si tu veux, on est une famille de 4 frères et sœurs. Et chacun, mes 2 grands frères ont vécu dans une chambre. Moi, j'ai vécu avec ma sœur dans une autre chambre. Donc, la présence d'une fille, si tu veux, ça a atténué un peu le côté... je dirais que... Brut ? Ouais, c'est ça. Masculin ? Je dirais pas tant parce que après je trouvais ma sœur très masculine. Comme quoi ? Écoute, je dis pas que c'est notre faute, mais si tu veux, le fait d'avoir 3 grands frères, je crois que ça a fait que elle était plus indépendante que la plupart des filles que je connaisse, quoi. Si tu veux, elle était un peu surprotégée. Ouais. Donc personne ne les cherchait des noises, certainement pas à l'école. Et du coup, mes grands frères, ils avaient vraiment une réputation de Kaira à l'école. C'est pour ça que moi non plus, on m'a jamais vraiment cherché les embrouilles, ni au collège, ni au lycée. Parce que tes grands frangins, ils ont combien de plus que toi ? Alors, mon frère aîné, il a atteint ses 40 ans en fait. Et je pourrais te montrer une photo de lui, mais il ne fait pas du tout 40 ans. Il pourrait même avoir 35 ans. Non, mais c'est plus pour se rendre compte par rapport au lycée, la différence. Parce que moi, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi. Ouais. Et du coup, j'ai connu ce truc où tu te sens parfois, moi, c'était pas tout le temps, mais parfois un peu protégé, où tu te dis, si je le dirai à mon frangin, si lui m'emmerde un peu, quoi. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Non, je crois qu'une fois, quelqu'un qui connaissait pas mes frangins, en fait, il a embrouillé ma sœur. Du coup, ça y est, en fait, il y a tous les potes de mes frangins qui nous ont vus. Et, toi, tu lui rends son vélo. Et donc, tu m'as contacté pour aller dans le vif du sujet. Oui. Alors, déjà parce que t'es gay. Oui. Tu m'as pas contacté pour ça, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques de quoi on va parler. Et aussi sur le fait que tu as perdu ta virginité assez tard et que tu te reconnaissais beaucoup dans l'épisode de San. Oui, c'est ça. Alors, on va commencer déjà par le côté ton homosexualité. Oui. Du coup, alors ça, c'est des questions, tu vois. En plus, c'est bien parce que tu vas arriver juste derrière l'épisode avec Noah, qui a 19 ans, qui est vierge et qui sait pas encore si il est attiré par les filles vraiment ou les hommes aussi, ou il se cherche encore. Donc toi, par exemple, est-ce que tu sais depuis quel âge t'as identifié que tu étais attiré par les hommes ? Alors, très franchement, je dirais que c'était à un âge très jeune parce que je me rappelle encore en école primaire, j'avais l'œil sur mon prof de PS. Ah, Très franchement, un alors... jeune ? Par rapport à aujourd'hui, j'en sais rien. Non, mais je veux dire, Non, quoi. je dirais Toi, à que l'époque, il avait quel âge quand tu avais... pour moi, à l'époque, il devait avoir entre 25 et 30 ans. Ouais, Ouais. il était franchement très, très bien gaulé. Voilà, surtout que... Genre, toi, t'avais quel âge, là, c'était au En CM2 Ah, 10 ans. oui, un truc comme ça, Ouais, oui. ouais. Donc, je te jure que j'avais pris des cours du soir exprès, là, pour justement prendre des cours avec lui. C'était pas des cours individuels, hein, on était en groupe avec d'autres nanas, et franchement, quand il se déshabillait dans la salle, j'avais le regard tendu, je le cherchais du regard, en fait. Donc toi, depuis tout petit, il n'y avait pas de doute
Ah, c'est pas qu'il y avait un doute, c'est juste que en fait, quand je le regardais, bah, c'est vrai que je me retire après et genre je me dis: «Mais pourquoi je le regarde comme ça, en fait?» Donc enfin, j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur cet attirance justement et je dirais que c'était très perturbant à cette époque-là. Mais du coup, les autres filles, les filles pendant ton cursus scolaire, elles t'ont jamais tourné autour. Il n'y a jamais eu d'opportunité pour que tu testes, entre guillemets, si on peut tester. Mais il y a certains hommes qui ont dit dans d'autres épisodes, bah, notamment... je vais perdre tous les prénoms. Là, ça commence à faire beaucoup. On est au 31e épisode. Je commence à mélanger les prénoms. Mais il y en a un qui racontait que il est sorti pendant très longtemps avec des autres filles, avec des filles pendant son cursus scolaire, pour limite un peu cacher son orientation. Alors, bon, je dirais que c'est pas un passage obligé, je dirais que c'est une voie facile à emprunter. Moi, je ne suis jamais sorti avec une fille, en fait, pour savoir si j'étais gay, parce que moi, enfin, techniquement, ça ne m'intéressait pas. Quand j'étais petit, on a eu nos amourettes, hein. J'avais toujours eu cette fille avec qui je traînais. Mais une bonne copine, une très Voilà, bonne... une bonne copine. On se prenait toujours par la main quand on se mettait deux par deux. Et après, oui, on disait, oh, les amoureux. Elle était amoureuse de toi, après coup? Vous en avez parlé? Non, on n'a jamais mis des mots sur notre amitié là-dessus. Mais pour nous, c'était clairement de l'amitié. Puis ensuite, elle a déménagé et voilà, en fait, on s'est quitté en bons termes. Arrivé au collège, si tu veux, je disais vraiment pas que j'étais gay parce que là-dessus, non plus, l'orientation sexuelle gay, pour moi, ça ne me disait rien. Pour moi, c'était pas concevable, si tu veux, parce que je ne connaissais pas du tout, tout simplement. Ouais. Et Même en vivant, ce qui est intéressant, c'est que même en vivant à Paris, c'est-à-dire que t'es quand même là où beaucoup de provinciaux, de gens, de mecs ou de nanas homo viennent pour vivre leur sexualité et leur vie amoureuse librement, parce qu'il y a moins le regard des autres, il y a moins la pression sociale. Et même en habitant à Paris, parce que tu es quand même beaucoup plus... tu croises plus souvent des couples d'homos, il y a la gay pride. Enfin, c'est vrai, hein, moi j'ai cette vision-là, comme j'ai grandi en milieu rural, j'ai cette vision-là de Paris avec l'homosexualité, quoi. Alors là-dessus, si tu veux, je n'ai jamais été vraiment mis en contact avec la culture homosexuelle. À l'époque, je te jure, pour moi, c'était je me lève, je vais à l'école, je rentre de l'école, je fais mes devoirs, et c'est tout. Il n'y avait pas vraiment de vie sociale en ce qui me concerne. Mais au collège, t'étais pas à un moment tellement pulsionnel que t'étais prêt à tout pour coucher avec un homme? L'attirance était là, donc je dirais que ça, c'est l'un des avantages à être gay, c'est que quand tu vas dans les vestiaires, bah, tu te rinces un peu l'œil. Donc oui, donc il y a ce moment-là fort et après tu te dis non, ce n'est qu'une passade, ça va passer. Et après je vais voir juste un mauvais côté pendant le PS et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là et puis ça revient à répétition. Donc non, j'avais pas la curiosité de l'anatomie féminine. C'est pour ça que pour moi, les filles que je côtoyais, c'était des copines. C'est pour ça que je pense qu'on dit que les hommes homosexuels sont de bons copains. Puis parce que surtout on se comprend sur les mêmes films, les mêmes séries, et parce qu'en fait je pense que aussi, enfin vous avez aucun problème à assumer votre côté féminin et à le cultiver. C'est-à-dire votre sensibilité, à le mettre en avant. Effectivement, le degré de sensibilité à certaines thématiques, c'est différent d'un homme à un autre. J'admets que moi, je me retrouve beaucoup dans la personnalité de ma meilleure amie, par exemple. Franchement, quelquefois, je me trouve super synchrone et je dirais qu'on est nés dans le même moule, quoi, ma meilleure amie et moi. C'est incroyable. Donc, mais après, je dirais pas que j'ai un degré d'émotion vis-à-vis de ça. J'avoue que je cache quelquefois pas mal mes sentiments, oui. Pour revenir dans le vif du sujet, donc du coup, pour revenir à la virginité tardive, selon toi, tu vas peut-être nous résumer, mais qu'est-ce qui fait que ça a été si tard comme ça? Parce que tu voulais aussi me parler des clichés. Alors, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « Allez, cette année, je vais perdre ma virginité ». Non, c'est pas comme ça que je me suis dit. Ça s'est fait dans l'instant, en fait. C'était ni prévu, ni quoi que ce soit. Parce que ça, on l'a pas dit, mais c'était à 30 ans. 32. Ah oui, 32, donc c'est tout récent.
Oui. Ah oui, donc c'est tout frais, donc c'est intéressant. Ça s'est passé comment? Est-ce que c'est une rencontre naturelle, via une appli Alors, c'était via une application de rencontre. Donc, en fait, si tu veux, pour résumer la nature de cette relation, c'est que je crois que c'était en fractionné. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. En fait, on s'est rencontrés via l'application, on a commencé à discuter et je trouvais qu'on avait une bonne alchimie entre nous. Du coup, on a décidé de se rencontrer. Donc, le soir où on s'est rencontrés, je dirais que ça aura duré en tout, allez, 2 bonnes heures et demie. Notre discuter. rencontre. Exactement. La première heure, on était en train de dîner dans un restaurant. Puis la deuxième heure, on est allé dans le bar d'à côté, on a discuté. Et puis après, il a commencé à être très engageant. Et puis moi, j'ai tout simplement répondu à cet engagement. Ah non, vous avez discuté 2 heures et vous avez couché ensemble? Pas du tout. Ah, parce que tu Pas dis du j'ai tout, ça ne répondu s'est pas- à... Ah. C'est pour ça que je dis que je réponds ça s'est fait en fractionné en fait. Ah. Donc non, je n'ai pas voulu donner l'impression que je voulais coucher le premier soir. Certainement pas. C'était pas que je voulais être difficile à atteindre ou donner l'impression que j'étais quelqu'un de facile à avoir. C'est juste que dans mon intérêt et je voulais me dire que ma première fois doit être importante. Du coup, ça doit être avec quelqu'un avec qui j'ai une bonne entente et pas parce que le premier soir, soudainement, j'ai Faut le que je passe à la déclic, casserole, quoi. Faut que je le fasse parce Voilà. que c'est une case à cocher dans ma vie, quoi. Si tu veux, avant ça, j'avais rencontré un autre gay et avec lui, franchement, écoute, on avait un très bon feeling, mais c'est juste parce que en fait, on était très bons potes. Mais lui, il m'a dit, écoute, en fait, si tu sens que, si t'as autant de problèmes à perdre ta virginité, en fait, c'est que t'es trop prudent, tu es trop dans la réserve, en fait, laisse-toi aller, limite, en fait, tu dois te la prendre sévère si tu veux vraiment passer ce cap. Et C'est violent. ouais, sauf que à l'époque, si tu veux, je ne ressemble pas à la personne que je suis aujourd'hui. Je reviens d'un long parcours qui m'a permis de me retrouver avec moi-même et entre-temps, j'ai perdu 25 à 30 kilos. Ah oui. Oui. Donc, Ça te va bien. Merci. Je n'avais très peu confiance en moi, donc ajouté à ma timidité, j'avoue que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai tardé dans la perte de ma virginité. C'est que j'avais une image de mon corps vraiment très dévalorisante et c'est pour ça que je me suis jamais vraiment lancé dans la conquête d'une relation. À mes 31 ans, franchement, je me sentais très bien dans la peau, donc je me suis lancé. Mais avant ces 31 ans-là, pour revenir Oui. sur toute cette phase-là, parce que je me mets, même moi en tant que femme, parce qu'on en parle dans l'épisode avec Noah, sur les statistiques qui disent que les hommes se mettent 30% plus la pression, enfin ils sont 30% à se mettre la pression sur leur première fois, VS les femmes 20%, enfin bref, mais il y a quand même tout un truc dans la société qui te dit, la moyenne, je l'ai dit dans l'épisode, c'est 17 ans et 17,4 ans et 17, enfin c'est par là l'âge moyen français, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui le font à 11 et d'autres qui le font plus tard, mais donc toi c'est quand même long, tu vois, quand tu commences déjà à être attiré à 10 ans par ton prof de sport et là à t'attendre 20 ans entre l'attirance, tes premiers émois, tes premières érections entre guillemets, sûrement avant, mais en tout cas où là vraiment elles sont justifiées entre guillemets, et en fait 20 ans c'est long. T'as jamais eu envie de te dire, bon, parce qu'il y avait Mathieu qui disait, c'était dans le 2e épisode du podcast, qui disait que lui, il en avait tellement marre qu'il est allé sur des forums de gays, je crois, vers 23-24 ans, j'ai plus l'âge exact en tête, et il a été chercher quelqu'un. Alors, j'ai compris que toi, tu voulais pas la perdre à tout prix et que tu voulais attendre de trouver quelqu'un de bien, mais quand même, tu vois, pendant ce laps de temps, t'aurais pu faire des rencontres en vacances. Je dirais que dans mon cas, comme je te disais, je n'ai jamais été vraiment entraîné dans la culture homosexuelle. C'est pour ça que après, j'ai eu peur de pousser ma curiosité à l'homosexualité jusqu'à faire des recherches sur Internet et de peur d'être surpris à faire ce genre de recherches et à être stigmatisé. Et chez moi, comme je vivais dans la même chambre que ma sœur, tu vois, là, faire des recherches sur Internet sans connaître le bouton qui permet d'effacer l'historique, j'avoue que c'est pas vraiment très prudent. D'ailleurs, ma sœur a appris mon homosexualité en regardant L'historique.
Non, en regardant mon statut d'orientation sur Facebook, parce qu'une fois, je l'avais mis comme ça, genre histoire de dire que c'était personnel et que ça n'allait pas être publié. Mais en fait, ma sœur l'a vu tout de suite. C'était à l'époque où je connaissais à peine Facebook, où je commençais à rentrer des Ouais, choses. il y a une dizaine d'années, quoi. Voilà, quand elle l'a découvert, bah écoute, en fait, bah, sur le coup, sur le moment, j'ai un peu menti. Je lui ai dit que j'étais pas gay, je lui ai dit que j'étais bi. Ouais, ok. Voilà, il y a cette phase d'acceptation qui est assez lente. Alors, si tu veux, je suis passé par plein de phases d'homosexualité. Là, j'ai commencé par dire que j'étais métrosexuel. Parce quoi de mieux pour masquer l'homosexualité que la métrosexualité, finalement? Finalement, c'est un homme Assume sa féminité. qui assume sa féminité. Voilà, c'est quelqu'un qui est attiré par les femmes autant qu'un hétérosexuel. C'est juste qu'il pourrait connaître la marque de ton maquillage. Ouais. Ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, je l'ai masqué pendant un temps. Puis après, au fur et à mesure... Donc, il n'y a que ta sœur qui le savait il y a une dizaine d'années quand tu as fait la petite boulette sur Facebook. Ouais. Et Ouais. donc, le coming out, tu l'as fait, tu m'as dit tardivement aussi. Exactement. Alors ça aussi, je l'ai fait en fractionné. Je l'ai pas dit, j'ai pas fait asseoir toute ma famille pour leur annoncer la nouvelle. Je l'ai fait progressivement. Donc quand ma sœur a découvert en fait cette partie d'orientation, je lui ai fait croire que j'étais métrosexuel. À la suite de ça, au fur et à mesure que le temps passait, je crois qu'au lycée, j'ai commencé à dire que j'étais bi. Voilà, histoire de dire je ne suis pas gay, mais je ne suis pas hétéro non plus à 100%. Donc ça me laisse une marge de manœuvre. Voilà, ça me laisse une marge de manœuvre. S'il y a un gay dans le coin, sachez que je suis open. Oui, sauf que ça, j'ai jamais pu le découvrir à l'école. Ça non plus. C'est-à-dire que les gens... Enfin, t'as jamais eu quelqu'un au lycée, ou même plus tard, qui a assumé son homosexualité dans tes classes? Pas du tout. En fait, je dirais que là-dessus, on n'était pas non plus... Enfin, comme maintenant, quand je vois tout le monde avec leur portable, on n'était pas tous en mode recherche ou tous à texter ou quoi que ce soit. En fait, la curiosité est venue vraiment tardivement pour cette génération-là. Ouais, mais tu sais, moi j'ai 7 ans, 6 ans de plus que toi. Mhm. Et moi, je confirme, c'est vrai que quand avant que tu viennes, je réfléchissais aux questions que je voulais te poser par rapport à tout. Parce que j'ai des potes à moi avec qui j'étais au lycée et au collège qui ont fait leur coming out beaucoup plus tard, enfin, qui ont assumé leur homosexualité ouvertement. Et moi, en fait, j'avais des doutes pour la plupart. Mais je voulais pas les stigmatiser. Il est efféminé, ou il sort pas avec beaucoup de nanas. Peut-être qu'il attend de trouver la bonne. Enfin, tu vois, je voulais pas... Mais quand même, on se posait la question. Certains, on se disait, mais lui, c'est obligé. Et tu vois, je trouve ça... Je me demande si aujourd'hui... Enfin, après, on n'a pas l'âge. Mais si ça a changé sur ce rapport... est-ce que les mecs assument plus au collège et au lycée Je dirais que, enfin, je connais pas vraiment les statistiques, mais je dirais qu'ils sont de plus en plus nombreux dans cette génération-là à s'assumer, en fait. À l'époque où moi j'étais au lycée, s'il y avait bien une personne, elle semblait plus efféminée que les autres, et moi à l'époque j'avais un style vestimentaire qui n'aurait jamais laissé penser que j'étais gay. Non, je portais des parkas, je portais des baskets, des requins, c'est ça, oui. Ouais, Et oh mon Dieu. voilà, des couleurs kaki, j'avais aucune notion de style à l'époque. Et il y avait bien cette personne qui avait qui portait les premiers pantalons slim. Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, on s'est dit, non, en fait, c'est juste un trans, quoi. Mais Ah oui, les raccourcis. voilà, on est passé par ce raccourci-là, ouais. Malheureusement, ouais, je me suis également foutu de sa gueule. Bah oui, mais c'est un des gros problèmes de la scolarité. Hein. C'est que pour être un peu mieux vu par les autres, on va aller dévaloriser un autre, alors qu'en fait, c'est pas notre nature. Enfin... Puis après, à l'université, j'ai dit, ah, tu sais quoi, allez, quoi. Je vais dire tout simplement, je suis gay. Mais en fait, j'ai même pas fait mon coming out à la fac. C'est ma meilleure amie qui l'a fait à ma place. Mais ta famille, moi, c'est la famille qui m'intéresse. Ouais. Alors, à ma famille, je l'ai dit à mon frère aîné avant, mais je l'ai tourné dans le sens où je lui ai demandé qu'est-ce que lui pensait de mon orientation. Je lui ai pas dit que j'étais gay, je lui ai dit qu'est-ce que lui en pensait. Je voulais qu'il verbalise la chose lui-même. Et lui, il m'a dit tout simplement, bah, t'es gay. En fait, c'est comme si il me disait, mais je le savais avant toi, tu sais. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça.
Et c'est juste que, en fait, on n'a jamais eu de discussion réellement sérieuse entre frangins. Je lui ai jamais demandé quand est-ce que lui a perdu sa virginité ou etc. C'était pas le genre de question qui m'intéressait. Et t'avais pas la pression de la famille qui te disait mais t'arrives à 30 balais, tu nous as jamais ramené de filles à la maison parce que tu vois, il y a quand même des familles où même à 15-16 ans, on se dit déjà mais t'es amoureux de personne, t'as un petit copain Alors, tu vois, là, c'est ça le truc. Dès que je ramenais un garçon, il n'y avait aucun problème. Dès que mes frangins ramenaient un garçon, c'était tout simplement, enfin, je veux dire, ils avaient cette réputation de Kaira, comme je te le disais. Donc, les amis de mes frangins n'étaient pas très bien vus par mes parents. Et quand ils ramenaient une fille, bah alors là, c'était encore pire. En fait, ils voulaient vraiment garder un cercle privé, quoi. Il ne devait rien se passer dans le foyer. Ouais, mais ils auraient pu. Ouais, en fait, eux, tes parents, ton éducation était plus en mode ouais, c'est mieux que tu sortes avec personne plutôt que de sortir avec des filles. Voilà, je pense que au fond d'eux-mêmes, ils auraient toujours voulu qu'on se marie avec une asiatique. Ouais. Un asiatique pour ma sœur, etc. Comme mes cousins, d'ailleurs. Là-dessus, on n'a jamais vraiment suivi et mes parents ne se sont jamais intéressés à nos vies sexuelles, non. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, il y a des gens qui reçoivent plus la pression, qu'ils soient homo, hétéro, homme, femme. Et bon, peut-être moins les hommes, mais en tout cas, tu sais, qui ressentent vraiment le truc. Bon, alors, t'as quelqu'un? Quand ça que tu nous ramènes quelqu'un? Ou t'as pas de petite amie en ce moment? Tu vois? Non, pas donc du ça, tout. ça simplifie quand même les réponses. Parce que t'as pas de réponse à donner par rapport à quelqu'un qui est... Toi, t'aurais pu être gay et avoir une libido hyperactive depuis tes 16 ans et devoir sans arrêt mentir si tu veux pas faire ton coming out. Toi, alors que là, t'avais déjà ça en moins dans la... C'est ça, je crois qu'on s'est nous-mêmes mis la pression parce que nos parents étaient plutôt vaches avec nos invités. Du coup, on avait peur de ramener quelqu'un, en fait. Voilà. Et par contre, bon, une fois c'est arrivé, mon deuxième frère avait ramené une fille et écoute, je ne sais pas à quel moment a commencé, mais mon deuxième frère après s'est converti à l'islam. Ah, ça a été une sacrée époque. Je crois qu'après, il n'a plus jamais ramené de fille à la maison. Ah oui, mais carrément. Il y a... Bon, c'est un autre sujet, on va pas parler de ton frère ce soir, hein, mais c'est... Oui. Voilà, mais de mon côté, en fait, ils n'ont jamais eu la curiosité, soit parce qu'ils se doutaient que j'étais gay et du coup, ils n'avaient pas envie que je ramène qui que ce soit. Concernant ma sœur, écoute, elle ramenait des garçons, mais ma sœur, comme je le disais, elle était tellement d'allure garçon manqué que non, c'est pas son copain, c'est un pote, tout simplement. Ouais. Et donc, quand tu l'as annoncé, t'avais préparé les petits trucs en grand, t'as réuni ton père, ta mère, Non, tu les as prévenus, bon, faut que je vous parle, on se voit samedi soir à 19h. Alors, la manière dont je voulais le dire à mon père, là, ça c'est lorsque j'ai déménagé dans le 92. Mon père me ramenait chez moi en voiture. Et du coup, je me suis dit, attends, tu vas pas lui dire pendant qu'il conduit, super. C'est encore un accident. Ouais, voilà. Du coup, je l'ai fait se garer quelque part, au pied de mon immeuble. Fallait que, en fait, je mette les points sur les i parce qu'une fois, il m'avait dit, ah, mais tu sais, quand tu prendras femme et enfant. Et là, j'ai eu un doute dans ma tête. Je fais, oh non, c'est pas vrai, il y croit encore. donc là, j'ai décidé de mettre les points sur les i. Donc, le soir où il m'a ramené chez moi, je l'ai fait garer et je lui ai dit, écoute, papa. L'autre jour, tu m'as dit quand tu prendras femme et enfant, en fait, je vais te le dire tout de suite, ça n'arrivera jamais. En tout cas, en ce qui concerne prendre femme. Parce que tout simplement, je ne suis pas attiré par les femmes. Donc, au fur et à mesure que je parlais, lui, il m'écoutait, il absorbait mes paroles. Et tout simplement, quand je l'ai laissé parler, il m'a dit écoute, si t'es comme ça, tout simplement. Et si le bon Dieu a voulu que tu sois gay, écoute, tu es gay et je m'en fiche. Waouh, cool. Oui. Wow. Je savais que mon père était quelqu'un de très ouvert. J'avais pas eu de problème. Il est beaucoup plus âgé que toi ou Mon père oui, il est né en 49, du coup. Ouais, ah oui. Ouais, donc là maintenant il a presque 70 ans. 70 ans cette année. Exact. Voilà. Non, j'avais pas eu de problème à le dire à mon père. Je savais très bien qu'il garderait l'esprit ouvert. Mon père, c'est quelqu'un qui garde l'oreille ouverte, très attentif. J'avais pas eu de problème là-dessus. Et ta mère ? Alors, ma mère... Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? Oui.
Là-dessus, ma mère, là, j'ai du mal à le lui dire, en fait. Donc, je me suis dit, je vais essayer de rendre la chose plus poétique. Alors, je ne sais pas parler vietnamien. Mes parents, entre eux, ils se parlent en vietnamien. C'est ça le truc. Ouais. Je comprends pas ce qu'ils disent. Ah, ils ont jamais fait pour que vous parliez vietnamien? Avec mon frère aîné sait parler vietnamien. Avec nous, ils nous ont appris le chinois. Ah, c'est original. Tu vois, j'ai une famille très atypique. Oui, avec nous, on apprend le chinois et c'est un dialecte. Ce n'est même pas le chinois mandarin. Ouais. C'est un chinois qui se parle et aussi dans le 13e. Ok, Voilà, d'accord. c'est ça. Ça peut être utile, hein? Ça peut être utile. Enfin bon, j'aurais voulu savoir parler vietnamien parce que maintenant, ils ont leur langage à eux. Et du coup, je me Ouais, dis, ils peuvent parler en douce devant vous. mais ouais. quand on entend nos noms, tu parles de moi. Je sais pas exactement quel contenu, mais tu parles de moi. Et là, maintenant que t'as plus de 30 ans, t'as pas envie de te dire je vais prendre des cours de vietnamien? J'ai envie. Ouais, je comprends. J'ai envie de prendre des je cours de comprends, vietnamien ouais. et enfin avoir une conversation sérieuse avec ma mère. Déjà que le jour où je lui ai annoncé que je déménageais, on a passé 1 heure à en parler et elle pleurait déjà dès la première minute. Le fait que tu quittes la maison. Exactement. Les mères poules, surtout les mères vietnamiennes, je crois que c'est les pires. Je suis parti en douce. Ouais, t'es parti tard hein, chez les parents. C'est ça. Ma sœur, elle est partie beaucoup plus tôt dès qu'elle a eu un copain et qu'ils ont emménagé ensemble. Ouais, ça c'est classique comme schéma. Oui. Donc tu lui as annoncé comment à ta mère? Je ne l'ai pas annoncé. C'est-à-dire, tu penses que ton père lui a dit, elle en a déduit? Non, j'ai fait dire à mon père, j'ai fait promettre à mon père de ne rien dire parce que ma mère avait eu des problèmes de santé et elle a des problèmes de motricité, mais je dirais qu'avec le stress et récemment un AVC, Ah oui. même mon frère m'a dit une nouvelle comme ça risque de la tuer, alors écoute, je te conseille de ne pas lui dire. J'ai pas envie de garder ça pour moi sur son lit de mort. J'aimerais éventuellement trouver un moyen de le lui dire. C'est pour ça que oui, je cherche à apprendre des cours de langue en vietnamien et histoire d'expliquer clairement ce qu'il en est de ma relation. Parce que j'ai pas envie qu'elle tarde à se dire que je n'aurai jamais d'épouse ou d'enfant. Mais pardon. Tes frères feront le job. Elle sera mamie avec tes frères. Elle est mamie. Ma sœur a donné Parce que naissance tu vois, à ma nièce. Moi, ça n'a rien à voir, mais moi, j'ai pas d'enfant, ma sœur en a. Et du coup, je sais que j'ai pas de complexe si jamais je n'ai jamais d'enfant à avoir, parce que de toute façon, ma sœur a fait le job, mon frère a fait le job aussi. Donc du coup, tu vois, il y a moins je pense que c'est moins dramatique, entre guillemets, si dramatique ça doit être. T'imagines quand t'as une mère, elle a eu qu'un enfant. Ouais. Et qu'il aura jamais de femme. Et bon, maintenant, ça évolue. Il y a plein de couples homo qui ont des enfants, donc c'est pas la même chose. Voilà, mais je dirais que c'est pas qu'elle s'inquiète que j'en ai pas, je crois que quelque part j'ai un peu été le préféré parmi mes frères et sœurs. Parce que en fait, si tu veux, j'étais très sage quand j'étais petit, j'avais de bonnes notes au collège, j'ai pris des décisions qui leur ont fait plaisir, j'ai avancé dans mes études, je crois que j'ai été le seul en fait. À faire des études? À faire des études supérieures. Voilà, j'ai eu des jobs qui ont dépassé le cadre ouvrier où travaillait mon père. Là-dessus, je dis pas que j'ai un parcours atypique, c'est juste que je crois qu'ils avaient des attentes vis-à-vis de moi. Mais on peut pas être au four et au moulin. Voilà, il y en a, ils font des enfants, ils trouvent l'amour, et puis il y en a d'autres, ils font des études et ils se concentrent sur leur carrière. Voilà, mais ma mère, si tu veux, elle est de l'ancienne école, alors elle aurait voulu qu'on fasse dans l'ordre, sortir avec quelqu'un, se marier, avoir des enfants. Ma sœur aujourd'hui a un enfant, mais elle n'est pas mariée. Ouais. Mais je crois que ma mère a tellement tardé à devenir grand-mère que tu sais quoi, finalement, oublie le mariage, je m'en fous, j'ai ma petite fille, tout va bien. Bah oui. Voilà, ouais. Et elle l'adore, ma nièce, c'est tout simplement... Tu sais, je pense, après je suis peut-être naïve, mais je pense quand même que globalement, les parents ont envie de voir leurs enfants heureux. C'est ça. Donc, tu vois, après, dans l'idéal, c'est vrai que ce serait bien que tu tombes amoureux. Parce que ce que tu nous as pas dit, c'est que celui de la première fois, t'es encore avec ou... Non. Ah. Non, c'était ma première fois et ça restera toujours ma première fois, mais non, nous ne sommes pas ensemble. Bon, je passe d'un sujet à l'autre, mais du coup, on va revenir sur ta première fois. Oui. Du coup,
tu l'as fait en plusieurs étapes, t'as fait... Alors, donc, on s'est rencontrés, on a eu notre date. Alors, ce que j'avais pas dit, c'est que, donc, oui, on a été très engagés vis-à-vis de la relation. Après, si tu veux, au moment de rentrer, là-dessus, je voulais pas qu'il croie que je veux. Ça, c'est le premier soir, hein? Le premier soir, Ok. oui. Je voulais pas qu'il croie que le premier soir, je vais l'emmener chez moi et que soudainement, ça va se faire. Ouais. Non, je me suis dit, je vais le revoir. Donc, après, je me suis dit que je lui dois quand même de lui dire que je suis vierge. Enfin, pas que je lui doive quoi que ce soit, mais en fait, je veux pas que lui non plus s'attende à se passer une nuit de folie. Donc, je me disais que je me devais d'être honnête envers lui. Donc, je lui ai dit que j'étais vierge. Il avait ton âge? Il avait 26 ans. Ah, plus jeune que toi. C'est ça. Il avait 26 ans et je crois que sur le moment, il n'a pas montré des signes d'étonnement, mais il s'est montré très silencieux et j'ai senti que soudainement, il y a eu une distance. Ah ouais. Voilà. Donc, il est rentré, je suis rentré chez moi. J'ai eu peur que ça le déstabilise et je crois qu'effectivement, ça a été le cas parce que après... Si tu veux, il n'a pas donné suite après plusieurs semaines. Je les ai comptées, les semaines. C'est-à-dire 8. Ah ouais, 8 semaines sans nouvelles, c'est pas bon signe. Et curieusement, je te jure, j'ignore qu'est-ce qui l'a poussé, mais le soir où j'ai fêté mon anniversaire, il n'était pas au courant que c'était mon anniversaire. Hein. Il croyait que c'était un soir comme un autre. Vous n'étiez pas amis Facebook? Non. Je me disais, non, il y a trop de conflits d'intérêts, si ça marche pas, laisse tomber. Donc on a échangé nos WhatsApp par contre. Et il m'a contacté sur WhatsApp le soir de ma soirée d'anniversaire. Il m'a proposé d'aller voir le concert de Mylène Farmer. En fait, il m'a posé la question comme ça. J'ai un billet supplémentaire pour le concert de Mylène Farmer. Est-ce que ça te dit? Et dans ma tête, je me suis dit, mais tu crois pas qu'on a des choses à se dire avant que tu m'invites à sortir quand même? Ouais, genre à la base, bonjour, ça va? Je t'ai pas vu depuis longtemps. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un peu très expéditif de sa part et je me suis dit non, pas le soir de mon anniversaire, non. Donc, c'est bien. Voilà, je me suis dit ensuite, ok, il y en a plein qui auraient dit oui. Hein. J'avoue que depuis qu'il m'avait contacté, j'avais commencé à rêver de lui. J'avoue, je crois que ça a été un stimulus. Bah, c'est normal. Hein. Donc, j'y ai repensé et je me suis dit, ok, on va retenter. Donc, on s'est revus une seconde fois dans un bar. Genre, combien de temps après ton anniversaire? Je dirais 2 semaines après. Ok. Voilà. On s'est revus 2 semaines après mon anniversaire. Donc, on a juste bu un verre. Et là, je voulais mettre les choses sur le tapis parce que j'avoue que j'avais mal digéré le fait qu'il me ghost dès le premier soir. Alors que je pensais qu'on avait passé un super moment et que je comptais sur sa maturité pour ne pas me juger aussi vite. Mais il t'avait vraiment rien renvoyé? Même pas, j'ai passé une bonne soirée, bonne continuation, rien? En fait, si, mais le ghost s'est fait progressivement, quoi. Donc, c'était juste le temps de se dire au revoir, etc. Les formules de politesse habituelles et ensuite... Puis après, plus de réponse quand tu renvoyais un truc en mode « Coucou, tu vas bien? Quoi de neuf ?» Exactement. Ouais. Donc, le troisième soir, voilà, c'est ça. Le troisième soir, on était censé se voir chez lui. Sauf que son père est rentré beaucoup plus tôt de son travail, comme il vit avec son père. Donc, on a décidé que la soirée se ferait chez moi. Donc, je me suis mis en 4, j'ai préparé le dîner, j'avais choisi un film à regarder. Et voilà, il est venu. On s'est installé sur le canapé, on a dîné tranquillement. Je t'arrête, je fais exprès, je fais des pauses, parce que les gens ils attendent la suite et moi aussi. Mais là, est-ce que tu avais déjà des petits sentiments quand même pour lui? Est-ce que tu commençais à t'attacher? Est-ce que tu fabulais pas un peu l'histoire? C'est pour voir un peu les différences de construction. Enfin, on est tous différents et que c'est pas une question d'être un homme, une femme, hétéro, machin, mais quand même. Parce que moi, je pense, tu vois, déjà là, au bout du 3e date, il y a déjà une forme d'attachement à la personne, tu vois? Dès le premier date, en fait. Non. Nous y voilà. Mon plus gros problème, c'est que je m'attache bien trop vite. Ouais. En fait, je crois que l'excitation sexuelle touche également mes sentiments personnels. Je crois que ça a eu un impact direct. Dès que j'ai vu qu'il y a eu un contact, je me suis mis en tête plein de choses. À tort, certes, j'aurais pas dû. Les projections, quoi. Beaucoup de choses. Ouais.
Et donc tu lui as préparé le dîner, le petit Voilà. film, etc. Vous êtes dans le salon. Voilà. Donc ensuite, il s'est montré aussi engageant qu'à notre première sortie. Donc c'était bien encourageant en ce qui me concerne parce que là, je me disais, en fait, tu sais quoi, je vais plus me poser de questions. Donc on a commencé à regarder notre film, il cherchait un DVD, puis après il s'est retourné vers moi et il m'a embrassé et voilà, en fait, sur le moment, toute l'excitation s'est relâchée et tout simplement, ce qui devait arriver est arrivé. Alors, depuis tout ce temps, t'étais déçu ou t'étais content de l'avoir fait? Ah, c'est assez mitigé à ce niveau-là parce que, si tu veux, je ne saurais décrire, enfin, je peux décrire un orgasme masculin. Et en plus, ça, faut savoir qu'il y a 2 orgasmes, comme pour chez la femme, finalement. Oui, on l'a déjà abordé plein de fois dans le podcast. Oui, de ce fait... L'orgasme prostatique, l'orgasme enfin, comment Oui. on dit, pénis? Oui, pénin. Je sais pas. Je crois qu'on dit pénin. On dit pénin? Oui. Ok, ça fait un peu canin, je trouve. C'est pour ça fait bizarre, pénin. Oui, je sais, c'est comme quand j'entends des gens dire un péniche. Qui dit ça, les Italiens? Non, les Portugais. Ah, ils disent ça. Bah oui, oui, donc la blague c'est quoi une péniche? C'est un zizi portugais. Voilà, donc pour revenir sur le thème du sujet. Ouais. Est-ce que t'étais déçu ou pas En fait, je dirais que c'est la première fois que j'expérimentais le fait d'être passif. Parce que quand c'est la première fois pour un homme, pour une femme, c'est le fait d'être pénétré. C'est un peu de se dire que voilà, c'est la configuration qui se fait automatiquement. Oui et non, maintenant, hein, parce que voilà, un rapport sexuel n'est pas une pénétration, mais... Voilà. Mais effectivement, non, mais t'as raison, mais dans l'inconscient collectif et encore dans nos schémas aujourd'hui ancrés, une première fois, c'est forcément une pénétration. Alors, parce qu'il y a encore tout ce truc sur l'hymen, etc., alors qu'il y a plein de femmes qui font leur première fois, mais qui n'ont plus d'hymen pour moult raisons. Et ça peut être une première fois, ça peut être un très bon cuni, ça peut être des doigts, ça peut être une sodomie, enfin... Tout ça. Voilà. Exactement. Pour un homme, finalement, est-ce que c'est la première fois où il doit éjaculer avec cet autre homme, ou alors est-ce que c'est la première fois où il doit être pénétré, qu'il doit perdre sa virginité, ou alors est-ce que ça doit tout simplement être une masturbation à 2? Ou une fellation. Exactement. Donc là-dessus, enfin, j'avoue, ça c'est la fois, c'est cette fois-là où tu dois découvrir si tu es à l'aise en tant qu'actif ou en tant que passif. Alors justement, ça c'est une discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois. Il y avait eu Alexandre, il y avait eu Mathieu, il y avait eu... je crois que c'est Julien, hein, si je me souviens bien. Bon, bref, en tout cas, dans les personnes gays, les hommes gays que j'ai reçus dans le podcast, il y avait vraiment cette histoire. Moi, j'ai l'impression... Est-ce que c'est vrai? Il y en a qui disent que c'est une légende, ce côté actif-passif, qu'il y a des mecs qui sont les deux. C'est possible. On a un nom pour ça, on appelle ça des versatiles. D'accord, ok. Voilà, je crois pas qu'on en ait parlé encore de ça. Qui sont autant à l'aise en étant actifs qu'en étant passifs. Parce que globalement, moi, de ce que j'ai déjà discuté avec des amis en couple gay, ou pas en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a toujours un qui a une préférence, et suffit qu'ils se rencontrent, qu'ils tombent amoureux. Ça, c'est intéressant pour les hétéros qui n'ont pas l'habitude de discuter avec des homos. C'est qu'en fait, ils se rendent compte que nous, il n'y a pas photo, entre guillemets, si ce n'est que parfois les nanas sont un peu plus dominatrices et préfèrent plus prendre les choses en main, si je puis dire. Mais sinon, il arrive que moi, dans mes potes de couple homo, que souvent les deux soient actifs. Et du coup, ça marche pas. Parce qu'il y en a un qui aime pas recevoir et du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus de plaisir parce que les deux aimeraient donner, en fait. Oui, voilà, en fait, mais dans les 2 cas, c'est très possible que l'un expérimente le fait d'être un bottom, voilà, un passif. Donc, ce soir-là, je l'ai expérimenté. Donc, c'est pas une sensation agréable dès la première fois, je dirais. Donc, les préliminaires aident. Est-ce qu'il s'est... Ouais, voilà, j'allais te dire, peut-être qu'il s'y est mal pris. Parce que tu vois, comme nous, les premières fois chez les femmes, tes premiers partenaires peuvent être des catastrophes parce qu'ils savent pas faire, ou vous êtes les deux débutants, ou moult raisons, et je ne jette pas la pierre aux hommes, c'est pas évident, hein. Et puis après, tu peux découvrir une autre sexualité avec un autre partenaire et te dire, en fait, c'est cool et j'aime ça. Ah oui, j'ai eu beaucoup de retours et des histoires à ce sujet, des amis qui me disent que eux, c'était un big fail dès leur première fois. Donc, Là, tu parles de potes homo? Non. Ah, des nanas hétéros? Ouais. Non, des potes à moi, hétéros.
Oui. qui ont dit que quand ils ont couché avec une nana, ils ont fait les choses mal ou que c'était nul pour eux? Ah non, enfin, c'est pas que c'était mal, c'est que juste que, en fait, ils ont été surexcités, en fait. Ah oui, bah ça, avec Noah dans l'épisode avant toi, moi j'ai découvert, j'adore faire ce podcast parce que je découvre des choses incroyables enfin incroyables. Non, mais je découvre des choses et Noah parle notamment de ses premières éjaculations intempestives dans son pantalon. Et tu vois, par exemple, bon là il est encore puceau et du coup il parle que il fait une date avec une nana et d'un seul coup il lui dit qu'il l'aime bien. La nana dit je crois que moi aussi j'ai quelque chose pour toi et bam il a le pantalon mouillé quoi. Ah, c'est malheureusement le lot, mais de beaucoup de personnes. Mais oui, et ça veut pas dire qu'il est éjaculateur précoce. Bien sûr que non. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu vois, moi, avant de faire ce podcast, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé avec mes partenaires quand j'avais la vingtaine, forcément. Et maintenant, avec l'âge, même les hommes avec qui je suis restée en couple, on n'en a jamais trop parlé, tu vois. Et c'est bon de le savoir pour les hommes, même les ados qui écoutent peut-être ce podcast, qu'en fait, c'est pas grave et que ça arrive à plein d'hommes. Absolument. Ça arrive à beaucoup d'hommes, tout comme l'inverse. Il y a des hommes qui sont victimes de dysfonctionnement érectile et ce n'est pas un problème. Il y a des solutions pour tout. La solution peut être d'ordre chimique, psychologique ou alors tout simplement relationnel. Il faut juste voir comment débloquer la situation. Ce n'est pas irrémédiable. Ouais, c'est là, faut être volontaire sur le sujet. Bien sûr. Donc du coup, cette soirée-là où tu as fait ta première fois, est-ce que vous avez recommencé plusieurs fois ou c'était juste une fois et t'es resté sur cette fois-là? Alors, c'est arrivé cette fois-là. Ouais. Et donc, vous avez dormi ensemble ou pas? Oui. Ah, ça c'est bien. Voilà, on a dormi ensemble. Et donc, ce soir-là, j'admets que moi, je n'ai pas eu de plaisir. Ouais. Donc, lui, il a eu son plaisir. Ouais. Et la petite parenthèse, écoute, ça m'a fait... Enfin, je me suis senti flatté parce qu'il m'a demandé, effectivement, mais t'es sûr que c'est ta première fois? Donc, là-dessus, je me suis dit, mais oui. Parce que, en fait, c'est censé être comment la première fois? Bah oui. Bah voilà, en fait, quelque part, je crois que j'ai eu l'impression de savoir ce que je faisais, donc quelque part, je l'ai bien pris. Mais non, en fait, pour moi, c'était pas un big fail. C'est juste que, je n'ai pas expérimenté l'orgasme prostatique à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être que... Mais tu vois, je trouve que c'est bien parce que ça fait un beau parallèle par rapport à l'orgasme féminin, dans le sens où c'est pas parce que t'es pénétré et que t'es stimulé sur le clitoris ou le vagin que t'as un orgasme. Et c'est pour ça que c'est intéressant l'orgasme prostatique et la pénétration anale, c'est qu'en fait, c'est pas parce que t'as une pénétration anale et que t'as un rapport anal qu'il est forcément jouissif, et orgasmique. Oui. Et donc du coup, c'est bien, ce parallèle, je trouve, il permet aux hommes de mieux comprendre que c'est pas parce que tu pénètres une nana et que tu fais plein de choses que ça va forcément l'emmener à l'orgasme. Il y a tout plein de critères qui rentrent en compte. La préparation, bien sûr, et ton état psychologique et de niveau de confort avec la personne, du lâcher prise. Oui, c'est ça. Et franchement, dès qu'on lâche prise, ça débloque d'autres mécanismes métaboliques, je dirais. Parce que, en fait, à partir du moment où on se détend, en fait, ton corps se relâche également. Alors, donc, je dis pas que mon partenaire ce soir-là a mal fait les choses. Donc, il a été très à l'écoute. Il m'a excité, sexuellement parlant. Je dirais que c'est un partenaire de bonne moyenne. Et très franchement, en dehors de cette pénétration-là, en fait, j'ai éprouvé du plaisir parce que, oui, il y a eu cette sensation de chaleur que je n'ai jamais ressentie avant. Les sueurs froides, j'ai pas eu de tremblement, mais en fait, je me suis senti dur. Ouais. Et franchement, je crois que j'ai... En fait, je me souviens en fait de cette réplique que j'avais vue dans cette série en fait. Quand est-ce qu'on sait que c'est la première que tu es prête lors de ta première fois? Et c'est pas dans Sex Education? Non. C'était dans une série française. Ok. Et ensuite, la personne qui a dit tout simplement, en fait, tu le sauras quand tu n'auras plus besoin de te poser la question. Ouais. Voilà, j'ai trouvé ça tellement inspirant. Là, je me suis dit... Là, je me suis même pas posé la question, c'est vrai, j'y suis allé. Et c'est vrai parce que moi, je suis quelqu'un qui se prend la tête pour beaucoup de choses. J'avoue, je réfléchis trop. Ouais. Mais ce soir-là, j'ai juste pas eu envie de réfléchir.
Et ça a été satisfaisant. Et donc, Voilà. du coup, la question, c'est est-ce que vous l'avez refait ou vous en êtes resté à cette nuit-là? Alors, on en est resté à cette nuit-là, à mon grand regret, parce T'as que resté le matin, en fait, je me suis sentie excitée. Du coup, je voulais le refaire, en fait, histoire de pas répéter. rester... Bah, c'est normal. Voilà, mais sauf que lui n'avait plus envie. Ouais. Voilà, Ouais, ça, donc j'en ouais, suis resté sur ma faim. Alors, comme je pense que j'ai quand même passé une bonne soirée, donc voilà, on a pris notre petit déj, je l'ai raccompagné à la gare, puis après il est allé au boulot. Et bon, ce que j'ai omis de dire aussi, c'est que ce soir-là, en fait, c'était pas seulement ma première fois, c'est également la fois où ça a été fait sans protection. c'est pas bien. C'est pas bien. J'allais te parler de la PrEP en plus. C'est pas bien parce que lui est sous PrEP. Ouais. Mon partenaire ce soir-là Ouais, mais était t'as sous quand PrEP. même extrêmement confiance parce qu'en fait, alors, justement, on fait bien de parler de ça parce que j'ai vu passer un tweet de SIDAction ou de Solidarité Sida, plutôt Solidarité Sida, je crois, aujourd'hui, qui disait qu'en fait, la PrEP, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la PrEP, allez écouter l'épisode avec Alexandre, c'est le tout premier épisode du podcast, mais pour le faire court, c'est un traitement qu'on peut prendre en prévention avant un rapport sexuel pour ne pas être contaminé par le sida. On peut avoir des rapports non protégés et on ne chopera pas le sida. C'est juste un cachet à prendre tous les jours, voilà. Je le fais court, mais écoutez l'épisode si vous voulez en savoir plus sur la PrEP. Et donc du coup, c'est pour revenir là-dessus où ils expliquaient qu'en fait, dans l'épisode avec Alexandre, on débattait beaucoup sur ce côté où justement les gens ne pensaient plus à se protéger, prenaient ce truc-là, mais ça ne te protège pas du papillomavirus, ça ne te protège pas de plein d'autres maladies qui peuvent être cancérigènes, etc. Et le tweet de Solidarité Sida disait que ça faisait réduire le nombre de IST quand même, qu'il y avait moins de gonorrhée, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Donc ce serait quand même positif malgré tout. Mais moi je trouve que pour une première fois... C'était plutôt mal joué. Ouais, c'est pas cool. C'est pas... Alors, T'as psychoté, non? Alors, non. Franchement, c'est pas moi qui ai psychoté. Et en fait, quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, elle m'a fait la leçon et c'était pas la seule. Donc, T'as été faire des examens? Oui. Ah. Le fait est que en fait, j'ai commencé à psychoter quand elle a psychoté. Donc, en fait, même au réveil, si tu veux, je n'y ai pas pensé là parce que je me suis dit, j'ai passé une bonne soirée quand même, c'est pas le moment d'y penser. Et quand on s'est rencontré la première fois avec mon partenaire, bah, tout simplement, il me l'a expliqué. Il m'a expliqué qu'il était sous PrEP. Quand je lui ai dit que c'était ma première fois, bah écoute, j'imagine que lui n'a pas évalué ni risque ni quoi que ce soit. Et moi, j'avais quand même le souvenir qu'il a été sous traitement. Du coup, je crois que si j'ai eu assez confiance en lui pour lui dire que j'étais vierge, quel est l'écart entre le fait que j'ai confiance en lui pour lui dire qu'il peut me pénétrer sans protection, soit acceptable ou pas? Même ça est resté inacceptable. J'avoue que je me suis pris la tête vraiment après. Donc, si tu veux, je suis rapidement allé me faire dépister. Et lui, il m'a également envoyé les résultats de ses propres examens et il était clean. Donc, forcément, si toi t'avais jamais eu de partenaire, il risquait rien, lui. Oui. C'est plutôt toi qui risquais. Oui, exact. Donc, je me suis fait dépister et j'ai fait un contrôle 6 mois après. Donc, voilà. T'as que dalle? Que dalle. Parfait. Bon, ouf. Toi, Voilà. j'étais déjà en stress pour la fin de... Mais pour le coup, je ne sais pas si le podcast est au courant, mais maintenant, j'ai été suivi et traité et mon médecin m'a prescrit une ordonnance de préservatifs illimité sur 1 an. Donc, les préservatifs... Ça, c'est nouveau. Ouais. Parce que on sait qu'il y a une loi qui est passée où ils remboursent les préservatifs. Bon, de ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'achète des bons et je veux que ce soit résistant et tout. Mais apparemment, ceux qui donnent sous prescription, ils sont pas ouf niveau qualité. Là-dessus, non, ce sont des basiques prescrits en laboratoire. Du coup, ce ne sera pas le fameux Durex, plaisir 3 multiplié, mm, etc. Ou pas. le XXL. Non. Ou le fluorescent. Non. Non, mais je me doute. Mais en tout cas, c'est déjà bien. Parce que tous les jeunes, en tout cas, qui n'ont pas les moyens de se protéger et qui avaient l'excuse de « Putain, c'est cher une boîte de capote », et ben maintenant, ils n'ont plus d'excuses pour le prix.
Ça, je trouve ça génial. Franchement, nous, on n'avait pas ça. Hein. Ouais. Moi, je me suis vue à la vingtaine, donc on était en plein dans la génération SIDA, je me suis vue chercher un distributeur de capotes au milieu de quand j'habitais encore en Haute-Saône, en Franche-Comté, à prendre la bagnole, t'es là avec ton petit ami, t'as qu'une envie, c'est de faire l'amour, etc. Et t'as pas de capote sous la main. Oui. Et te trouver à 3-4 heures du mat, un distributeur, quoi. Ah, mais quelle chance. Ouais, mais du coup, t'es dans le feu de l'action. T'en as ? Non. T'en as ? Non. Merde. Et tu vois, mais en même temps, c'est des souvenirs hyper cool, tu vois, quand tu y repenses. Ouais, Tu retardes le moment où tu vas y aller, et puis une fois que tu les as, t'es limite, t'en ouvres un, tu le casses, tu l'as mal ouvert, t'en renouvelles un deuxième, t'as fini de faire l'amour, t'en as plein partout, t'as des papiers partout, parce qu'en fait, t'étais tellement à fond, bon bref, mais... En fait, c'est ça qui est ironique, parce que si tu veux, chez les couples hommes-gays, il y en a qui aiment, en fait, à la fin, retirer la capote et jouir sur son partenaire quand même. Ouais, mais chez les hétéros aussi. Voilà, du coup, enfin, je veux dire, mais en fait, ok, Après, ça l'a protégé tout le long, mais en fait, finalement, si c'est pour le faire sur moi... Ah bon, après, à part peut-être la syphilis, c'est encore de mettre du sperme sur le dos ou je ne sais où, sur le ventre ou j'en sais rien, tu risques moins, en tout cas, au niveau maladie, que si c'est sur les fesses ou sur le sexe. Non, mais par contre, au niveau buccal, Ah bah oui. là, oui. Ah bah oui, ah bah ouais. Ah bah ça c'est un autre sujet, on est d'accord, on est bien d'accord. Voilà, donc j'ai ma prescription et en fait là je me suis dit, quelle ironie parce que moi j'avais acheté 3 boîtes. Oui, mais t'avais pris des trucs sympas, non, des genres de la marque. Ouais, j'étais chez Costco, là où on achète tout en gros en fait. Donc, 3 boîtes pour 13 €. Ouais, tu sais, t'en as qui vont sur le roi de la capote ou et qui vont acheter des. Moi, en tout cas, moi, j'ai connu ça, des potes à l'époque, plus jeunes, qui achetaient des cartons de sang, quoi. Tu sais, qui étaient en mode queutard, et qui, du coup, avaient vraiment. Alors là, moi, je trouve ça drôle aujourd'hui parce que je trouve c'est cool, parce que même s'ils se tapaient plein de nanas, il y avait de la protection, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient tout. Et moi, c'est quand même un truc qui revient assez souvent, là, quand on parle avec les copines, c'est que de plus en plus, au niveau charge mentale et tout, nous, les mecs, ils y pensent pas, en fait. Ils se reposent vachement sur la femme. Et bon, je fais des généralités, mais c'est vraiment des stats entre nous. Et j'entends dans les podcasts, et je le vois pas mal passer sur Twitter, où en fait, vraiment, il y a ce truc. Le mec, il dit t'en as pas ? Bah non. Bon, vas-y, c'est bon, je suis clean, hein, on fait 100. Hein. Et t'es là, toi, non, en fait. Donc, du coup, d'expérience, beaucoup de nanas en ont tout le temps sur elles, parce qu'elles savent que les mecs, ils pensent pas, quoi. Effectivement, et je suis le premier à dire que j'en ai pas sur moi en ce moment. Ouais. Alors, je pourrais citer un autre ami. En fait, lui, il en avait toujours 3. Pas parce qu'il était certain d'en choper 3, mais en fait, lui, c'est dans le principe. 1 pour l'usage, le deuxième, c'est la première foire, et la troisième pour dépanner un pote. Ah, c'est hyper, comment dire, pas bienveillant, hyper... bref. Altruiste. Voilà, merci, cherchez le mot. Non, c'est bien. Moi, j'aurais plus dit c'est 1, au cas où, en mode brouillon, si je l'ouvre mal et que avec ses ongles, ou la nana le met, puis avec ses ongles, elle l'abîme, machin. Donc un deuxième pour bien mis et qui marche, puis un deuxième si on va remettre le couvert. Voilà. Ah oui. De sacrés emballages, oui. Donc, non, en fait, non, j'en ai jamais eu 3, mais évidemment, je me suis dit, on n'est jamais à l'abri d'une bonne soirée, etc. Ouais. Après... Mais mettez des capotes sur... franchement, c'est pas pour la place que ça prend, quoi. Oui, surtout que, en fait, quand on en donne gratuitement pendant les cours d'éducation sexuelle, voilà ce qu'on en fait, des ballons. Non, mais c'est surtout que... Ouais, quand on voit que ça peut te débloquer une histoire d'une relation sexuelle là dans la soirée, alors que t'es... Bon bref, moi je trouve ça dingue qu'aujourd'hui... Enfin, moi je suis d'une autre génération, là je me rends compte au fur et à mesure que je fais le podcast, c'est que vraiment le préservatif, moi je fais partie de la génération sortez couvert, et c'est évident. Oui. Là où les vingtenaires aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Et éventuellement, oui. Surtout que je le déplore, mais
En fait, j'en sais rien du tout, mais les cours d'éducation sexuelle ne parlent pas de thématiques homosexuelles. C'est ça que, enfin, à mon époque, on n'en a jamais parlé. Et du coup, moi, ma curiosité et les connaissances que j'ai, ben, j'ai dû Internet. l'apprendre. Oui, j'ai dû l'apprendre par Internet, mais après, est-ce que j'avais forcément les bonnes sources, les plus Sérieuse. Oui, Fiable. voilà, on ne m'a jamais rien dit sur comment, en fait, comment stimuler à proprement parler la prostate ou alors. Et t'avais regardé des choses que... Bon, moi, j'ai un article là-dessus sur mon blog. Je l'ai déjà dit dans un épisode, mais sur les lavements. C'est-à-dire qu'il y a... Oui. Moi, parce que c'était un pote à moi qui m'en avait parlé, qui est homo, et qui me disait que lui, si le mec avait pas fait un lavement avant, il ne le pénétrait pas. Alors oui, il y a des cas comme ça. Donc moi, effectivement, j'ai testé un lavement aussi. Et donc, bon, c'est comme pour la première fois, hein. C'est pas forcément évident, surtout qu'il y a différents types de lavements. En fait, il y a un lavement que tu peux visser directement sur ta pomme de douche, tout comme il y a un lavement sous forme de poire. Ouais. Donc surtout, prenez de l'eau tiède. Voilà. Mais je remettrai le lien, comme à chaque épisode, sur le site ilseconfie.com. Je mettrai le lien vers l'article où j'ai posé toutes les questions à mon pote gay. Et en fait, il explique tout ça. Bon, c'est à l'écrit, c'est pas oral du coup, mais c'est un article qui marche très bien. Et du coup, il y a vraiment, il explique tout ça. Il dit qu'en fait, il y a soit la poire de lavement qu'on met de l'eau dedans et bam, et on fait ça. Tu peux même emmener ta poire en vacances. et par contre, ouais, il y a l'embout de douche où carrément c'est fait pour. Ça fait un petit jet exprès pour laver l'anus. Et du coup, ça, c'est vraiment un sujet que j'aime bien parler avec mes potes gays. Enfin, entre guillemets, on n'en parle pas tous les jours, hein. Mais je trouve que par rapport aux hétéros, tu vois, quand il est question de sodomie chez les hétéros, moi, quand j'en parle devant mes potes hétéros ou copines hétéros, à chaque fois, elles sont là, mais arrête tes conneries, c'est quoi cette histoire de lavement, n'importe quoi, tu crois que nous, on a besoin de ça? Bah, le fait est que oui, c'est un sujet qui est encore un peu tabou, surtout que il ne faut pas faire de lavement de manière très répétitive. J'allais te le dire. Parce que Voilà. ça peut être néfaste. Pour ton système digestif, oui. Et puis, au-delà du système digestif, c'est que tu as une flore anale comme tu as une flore vaginale. Et du coup, Voilà. en fait, bah, c'est un peu un microcosme qui est là. Et si tu le nettoies tout le temps, bah, il n'y a plus personne pour te défendre en cas Absolument. en cas de virus, en cas d'attaque, en cas de ce que tu veux, quoi. Donc voilà, donc un lavement après, on ne peut pas s'attendre à se dire, bon allez, du coup, on couchera ensemble seulement après le lavement, donc en fait une fois par mois, quoi. Bah, en fait, moi, de ce qu'on m'a dit, et je crois qu'on en avait parlé dans un épisode, mais désolée pour ce que je me répète, mais en tout cas, je sais que tout le monde n'écoute pas tous les épisodes l'un derrière l'autre, donc je répète quand même. Il y en avait un qui disait que, bah, en fait, une fois qu'il est en couple, bah, il sait qu'il va se coucher ou qu'il va aller faire un date avec un... Enfin voilà, et donc du coup, soit il prend sa poire dans son sac, et du coup, il passe par la salle de bain avant d'aller passer à la casserole. Voilà. Mais j'avoue que ça enlève quand même vachement de spontanéité à l'histoire, hein. Alors, oui, bon, si la personne n'est pas au courant qu'il fait toutes ces choses derrière son dos. Oui, mais ça fait quand même... Je veux dire, entre la spontanéité de pas prévoir un rapport et d'avoir à un moment donné... bah, je sais pas, tu franchis la porte de l'appartement, il te saute dessus, t'arraches tes habits et c'est parti. Voilà. Et le détour par la salle de bain, ça fait très cliché, quoi. Et oui, c'est vrai, je suis d'accord, parce que franchement, un rapport sexuel qui est calculé, ça enlève tout son charme, en fait. Voilà. Ça fait un peu ça fait un peu les clichés de trucs à la télé ou je sais pas quoi, ou enfin à la télé, dans les séries, dans les films où tu vois soit le couple qui essaie d'avoir absolument un enfant et donc les jours d'ovulation, voilà, machin, ou alors le vieux couple bon bah c'est ce soir que tu passes à la casserole et après tu me touches plus pendant je te touche plus, ok, pendant 3 semaines, tu vois, il y a un côté un peu c'est ce que je trouve drôle aussi, mais oui, moi je préfère franchement développer une bonne alchimie avec quelqu'un et que les choses se passent pas telles que je l'aurais prévu, mais telles que mon corps l'a voulu, quoi. Et donc depuis cette histoire-là, est-ce que tu as eu d'autres rencontres? Alors non. Enfin, non, en fait, si, j'ai eu d'autres rencontres. Ça ne s'est pas soldé par un rapport sexuel. Donc, mais là, depuis que tu y as goûté, t'as pas cette envie folle d'y retourner? Que je sais que pour le moment, le rapport anal, c'est pas vraiment fait pour moi, bien que je souhaite
En fait, ça va faire rire beaucoup de gens, mais je dirais que j'ai quand même envie d'éprouver du plaisir anal, histoire de développer mes compétences. Voilà. Et donc, il faut multiplier les partenaires. Enfin, au moins en retrouver quelques-uns pour t'entraîner. Voilà. Et Enfin, dans l'idéal, je te souhaite de au trouver moins, un mec... histoire de trouver quelqu'un à qui je pourrais moi-même provoquer, enfin, faire une pénétration directement. Mais ça, tu dois en trouver plein sur les applis, non? Ah, non, je n'exploite pour le moment qu'une seule appli parce Grindr? que... Non, Tinder pour le coup. Ah, Grindr, je trouve que c'est tellement passe à l'action et ça, là aussi, ça enlève tout son charme en fait. Je crois que Grindr, les gens sont là uniquement pour une seule raison. Baiser. Voilà. Donc, Et donc là, Tinder, ça marche bien pour les homos? bah, Tinder, en fait, il y a rencontre, mais quand ils n'expliquent pas vraiment la raison pour laquelle ils sont sur Tinder, en fait, tu peux t'attendre à tout. Et dernièrement, j'ai eu un date avec quelqu'un dans ma ville, et je crois qu'il n'était vraiment pas dans le mode date, mais c'est comme si il voyait un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, donc il s'est ouvert à moi, il Chercher un psy? Ouais, je crois que c'est ça en fait, parce que franchement, une chose en entraînant une autre, bah, il me parlait de ses ex et puis de son coming out à lui, mais je me suis dit, mais je suis pas là pour écouter toutes tes histoires en une seule soirée en fait. Je connais ta vie en une seule soirée, c'est dingue. Tu sais qu'il y a un bouquin, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit, qui est hyper intéressant sur le dating aujourd'hui et les hommes, sur le rapport à l'ego. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu cherches plus à sortir avec quelqu'un et à connaître l'autre, mais tu es plus dans un rapport à l'image que te renvoie l'autre. Alors, je sais que pour aller plus loin, il y a Lacan, le psychothérapeute, philosophe, etc., qu'on a déjà parlé longtemps, mais là, la BD, c'est une BD d'une Suédoise féministe qui explique pourquoi aujourd'hui c'est compliqué d'être en relation avec quelqu'un, parce qu'on est vachement dans un rapport à l'ego, et qu'en fait, le mec, souvent les hommes, parce que la BD elle est quand même orientée sur, en exemple, elle prend Leonardo DiCaprio, qu'en fait il sort pas, je résume, mais il faut vraiment que ceux qui aiment lire des BD et des livres pas trop longs, il faut vraiment acheter ce bouquin si tu te poses des questions sur le dating aujourd'hui et le problème à se mettre en couple. Elle explique, pour faire court, que les gens, si par exemple Leonardo DiCaprio se tape plein de blondes stéréotypées qui ont entre 20 et 25 ans et mais il en quitte une et rapidement il en retrouve une autre mais qui ressemble à l'autre, c'est en fait il cherche pas un être humain auquel il s'intéresse, etc. Il cherche juste un objet, quelqu'un qui va le valoriser à son bras, mais il cherche pas à être vraiment en amour, à vraiment s'intéresser avec la personne avec qui il est. Et tu vois, je pense que c'est un des effets pervers des applis, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, ils se mettent en relation avec ils ont l'impression d'être en relation avec plein de gens, mais ils sont pas en relation, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ce que je vais dire va peut-être paraître un peu brutal, mais j'ai eu tendance à croire que quand on recherche quelqu'un, c'est parce qu'en fait, on recherche quelqu'un qui nous est inférieur. Donc, on était resté sur cette date Tinder qui parlait que d'elle, enfin, qui parlait que de lui. Il ne me parlait pas que de lui, mais si tu veux, en fait, cette conversation, mais en fait, elle devenait beaucoup trop approfondie pour un premier date. Je trouve qu'il en disait trop pour une première soirée, alors que moi, j'étais en mode date. Je crois que lui, il était plutôt en mode confessionnal. Oui, du coup, t'as pas donné suite ? Alors, j'ai pas voulu en rester là, en fait. Je voulais donner suite. Donc je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter à un date, ça arrive, du coup je vais lui reproposer une autre sortie, mais malheureusement en fait je crois que c'est moi qui initiais toujours la conversation et lui il répondait juste à la question mais il ne développait pas, alors je me suis dit bon, il n'a pas l'air si motivé que ça à me revoir, alors peut-être que ça vaut pas le coup. Je me suis dit s'il doit y avoir un vrai échange, faut que ça vienne des deux côtés quoi. Et je voulais, parce que bon, t'es sur Tinder, mais peut-être que sur Tinder c'est le cas aussi. Moi j'ai mes potes qui m'avaient parlé que par rapport il y a dans le milieu gay, par rapport aux hommes asiates, il y a un code. Je sais plus. Mais il y a un code en fait où il y a des mecs qui sont vraiment, il y a un espèce de fétichisme de l'homme asiate, non ? Alors oui. Oui, oui. J'ai bien eu une fois un cas. Ça n'est pas allé plus loin qu'une conversation qui était pour moi sordide. Ouais. Parce que très franchement, en fait, je trouvais que lui, il attaquait beaucoup. Et surtout, en fait, il me disait au fait, si ta bite est plus petite que la moyenne, c'est pas grave, hein, j'aime ça aussi.
ok, c'était pour moi une corde assez sensible à ne pas toucher parce que, si tu veux, moi j'étais clairement en mode, je recherche une relation sérieuse, quoi. Je ne suis pas là pour un plan cul. Donc, non, je n'ai pas réglé mon appli sur chercher une amitié, chercher relation sérieuse, etc. En fait, tout le monde est venu me voir comme ça et se sont Après, dit moi, que... je tiens à préciser que sur Tinder, on voit, j'ai fait une capture d'écran, peut-être que je la mettrai dans l'article d'un profil de mec, et c'est pas rare de voir un gars qui dit je ne cherche que des femmes asiatiques. c'est le cas, ça arrive. C'est fou. Enfin bon, bref, mais on pourra en parler des heures, et ça fait déjà 1h25. Ouais, j'ai eu un cas d'un fétichisme, enfin, je suis sûr que ça existe, hein, un cas de fétichisme des pieds. Ah oui, donc, bah, ça, c'est le fétichisme le plus courant. Oui, donc lui, sur son profil, il y avait les images de son pied, de ses souliers. Donc lui, c'était bonjour, je te trouve super beau. Voir tes pieds. J'aimerais vénérer tes pieds, quoi. J'aimerais me mettre à tes pieds et les lécher, quoi. D'accord, c'est ok. J'ai pris le compliment, d'accord. Donc oui, en fait, à en juger par ma tête, il voulait voir mes pieds. Non, mais il y a des mecs, je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais il y a des mecs qui payent assez cher des nanas pour qu'elles leur marchent dessus avec des talons. J'ai vu ça aussi. J'ai eu un autre cas. En fait, ça a un vrai nom. Cette personne, elle voulait que je fasse du trampoline sur son ventre. Putain, moi, c'est... Bon, bref. Oui, bref. en fait, il inspirait tellement. Là, je voyais vraiment... limite, je voyais ses intestins. Ouais, non, mais je vois ce que c'est. Ouais, et après, il y avait une autre photo où quelqu'un lui marchait vraiment sur la poitrine, mais comme s'il n'avait plus de vertèbres ou quoi que ce soit, comme s'il y avait même plus de cage thoracique. Là, il lui marchait partout. Ouais, on voit souvent sur les profils Tinder, il y a des mecs, il y a des photos, ou même, il y a pas mal de mecs qui aiment se faire rabaisser, souiller, d'être dominés, en fait. Et donc, du coup, tu vois plein de nanas en latex et tout, et les mecs sont à quatre pattes, en train de... Alors moi, le pire, c'est quand je sais pas, tu vas ouvrir un coup Tinder et tu regardes et tu vois les mecs qui sont en train de lécher des orteils, qui sont en train de... Oh. Il faut de tout pour faire un monde. Ouais, je sais, mais va ailleurs, quoi. Va sur des sites spécialisés, tu vois. Après, je sais que les gens ont envie de mettre toutes les chances de leur côté pour trouver la perle rare, mais... Voilà, c'est pour ça que moi, je ne paye pas pour les options supplémentaires de mes applis. Là, je me suis dit, enfin, je ne paye pas pour coucher, sinon j'irai au Bois de Boulogne. C'est facile. Donc, on arrive aux questions de fin. Oui. Alors, la pilosité. La pilosité, j'en ai pour pas. toi... Moi, t'as une petite moustache, là. J'ai une moustache, j'ai une barbichette. Enfin, mais une moustache douce. Mais tout le monde croit que je me rase, en fait. Mais non, ça ne pousse pas. Là, t'es pas rasé du tout. Non. Genre, tu t'es pas rasé depuis combien de temps? Ah, là, si, là, je me suis rasé il y a 3 jours, mais juste la moustache. Mais oui, là, je n'en ai pas. Oui, bah là, je te crois. Mais la moustache, sinon, faut le faire tu le fais tous les combien? Or, j'irai une fois par semaine parce que, en fait... Enfin, moi, je le sens pas, mais je crois que la personne à qui je fais la bise le sent. Du coup, j'en ai une qui est très sensible. Aïe! Puis après, il y a l'esthétique aussi. Donc, j'ai compris que quelquefois, il fallait que je me rase, tout simplement. Parce que déjà, je trouve que je fais 1 an plus jeune après. Tous les hommes pensent. C'est vrai. Vous faites plus jeune quand vous avez plus la barbe. Bah oui, et c'est le fait que en fait, je n'ai jamais eu de barbe, que je crois qu'on a toujours cru que je faisais en dessous de 30 ans. Ouais. Bah, c'est le truc avec les Noirs, les Asiatiques. Ouais. Mais prenez-le comme une chance. Il y a tellement de gens qui mettent des milles, des cents dans le Botox et toutes les injections qui existent. Oui, mais dites-vous qu'à 50 ans, on va tous prendre dans la gueule. Tu crois? Ah, je ne sais plus qui m'a dit ça exactement, mais chez les Asiatiques, en tout cas, on n'a pas d'âge avant 50 ans et après, tous les hormones de vieillissement nous pètent à la gueule. Ouais, mais moi, j'ai des potes qui ont la quarantaine et qui sont déjà en train de faire des injections. C'est malheureux. Non, mais tu vois, donc... C'est malheureux alors que quelquefois, tout ce qu'il faut, c'est juste une bonne hydratation selon sa peau et c'est tout. Ouais, après, c'est la tête, hein. C'est dans la tête, hein. C'est le refus de vieillir. Surtout, mais j'avoue que moi, ce qui me trahit le plus, c'est les cheveux blancs. Ah bah ça. Oui, la vanité est encore là, oui. Donc du coup, toi, au niveau des hommes, des partenaires, c'est pas quelque chose qui te bloque. Tu sais pas si ça te bloquerait de voir... parce que tu sais, comme il y a plein d'hommes, moi, qui disent dans le podcast, qui s'épilent, qui font attention à leur notamment le maillot ou l'interfessier.
Toi, par exemple, pour ta première fois, t'en as pas non plus ou t'en as... Alors, j'en ai. Le fait est que, si tu veux, le 3e soir, là où je me suis dit, alors, je vais passer à la casserole. Oui, je sens que je vais passer à la casserole. Alors, quand même, je vais anticiper. Du coup, pour histoire de pas faire effet fraîchement rasé, du coup, je vais le faire genre 3 jours avant parce qu'on en avait parlé. Ça, c'est des trucs que plein de gens se sont déjà dit. Non, je vais le faire, mais pas trop juste avant. Comme ça, il va pas croire que je l'ai fait pour lui. Mais en fait, 3 jours avant, tu y pensais déjà. Bah oui, enfin, histoire que déjà, le poil va repousser plus dru. Du coup, ça risque d'être très désagréable, surtout si c'est moi qui dois le pénétrer. Mais après, au niveau interfessier, alors là, par contre, c'est différent. Là, c'est pas aussi dru, en fait. C'est beaucoup plus doux. Oui. Mais du coup, tu le fais quand même ? Là, oui. Ah ouais. On appelle ça en anglais manscape. Donc, oui, en fait, c'est franchement... Ah, tu le fais à la cire ? Ah non. Ah, parce que tu as fait le geste. Non, en fait, non, je l'ai fait avec une crème dépilatoire. Ok. Parce que vous avez chacun vos techniques, j'adore. Oui, en fait, ça, je l'ai retenu d'un autre ami qui est hétérope, qui lui le fait également à la crème dépilatoire. Mais non, il y en a qui le font au rasoir. Ce qui n'est pas recommandé. Bah, je sais, mais... Surtout avec des lames, surtout avec le même rasoir utilisé pour le visage déjà, et de deux, avec des lames interchangeables. Puis il y en a qui font à la tondeuse. À la tondeuse, alors là, oui, il existe des tondeuses spéciales. D'ailleurs, j'en ai acheté une expressément due à mon crush de YouTube qui, lui, en fait la promotion. Donc, c'est une tondeuse qui est spécialement dédiée à ça, mais également à la tonte de tout son corps. On peut très bien l'utiliser. Elle a été designée pour les parties génitales. Il n'y a pas de souci. Et également... Tu me donneras le modèle, je mettrai un lien oui. dans mon article, comme ça les gens s'ils veulent commander. C'est un truc que j'ai réussi à trouver sur Amazon, du coup, mais ça coûtait beaucoup plus cher que ce que mon crush avait passé sur ses chaînes. Quand tu dis mon crush, c'est juste que c'est un youtubeur que t'aimes bien, tu l'as jamais rencontré non, mais si tu veux, c'est un peu lui qui m'a fait changer toute ma vie, parce que quand j'ai commencé ma perte de poids, avant que je commence ma perte de poids, là... Attends, je te coupe 5 minutes. On n'en a pas parlé. Bon, cet épisode va être encore très long, mais c'est pas grave. Comment t'as perdu du poids ? T'as mis quoi en place ? Beaucoup de sport ou c'est plutôt l'alimentation ? Les deux. Alors, déjà, ça a commencé par de la tachycardie. Donc, il y a des moments, c'était en décembre, c'est ça, en décembre 2017, j'ai commencé à avoir des épisodes de tachycardie vraiment chroniques. Je me suis dit, mais ok, d'accord, je vais commencer à faire le sport parce que je crois que les effets de l'obésité commencent à arriver. Du coup, je me suis mis à courir. Et après, des collègues à moi m'ont dit, arrête de courir là parce que tu es en train de te péter les genoux. Donc, pour se rendre compte, désolé, je te coupe, mais tu mesures combien ? 1m77. Et tu pesais avant de perdre du poids ? 106 kilos. Ok, ouais. Voilà. Pour que les gens, tu vois, comme c'est audio, pour que les gens ils se rendent compte, tu vois, parce que tu parles d'obésité et j'ai eu quelqu'un qui était fétichiste des gros. Ouais, et donc du coup, tu as perdu du poids, donc tu as arrêté de courir. Donc j'ai arrêté de courir, mais mon excellente amie m'a recommandé une agence de nutrition qui s'appelle Nature House. Et du coup, parce que j'avais moi voulu chercher les plats préparés de chez Comme J'aime, sauf qu'elle m'a totalement déconseillé ça, c'était une grosse arnaque. Donc j'ai choisi sa solution. Le soir même où elle m'en a parlé, le lendemain, je me suis inscrit. Et en parallèle, je me suis également inscrit à une salle de sport parce que je voulais faire les deux en même temps. Je voulais pas me dire, tu commences par la nutrition, mais par facilité. Et c'était quoi la fréquence de sport ? La fréquence de sport, alors j'ai commencé à y aller 1 à 2 fois par semaine. Puis après, je me suis dit, allez, je peux perdre encore plus. Du coup, j'y suis allé 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à un moment, je crois que j'y suis allé 6 fois dans la semaine à ma salle. Coach ? Sans coach, ouais. Donc, pour éviter la course, je me suis mis à faire du vélo elliptique. J'ai fait beaucoup de cardio et en un mois, j'ai perdu 9 kilos. Avec la nutrition. La nutrition qui m'a été prescrite par Natura, c'était totalement super friendly. J'ai vraiment adoré le programme parce que déjà de 1... Ce podcast n'est pas sponsorisé par Natura House, je tiens à le préciser. Voilà, je ne gagne rien du tout, je ne suis plus dans le programme. Non, mais moi, je gagne rien. C'est-à-dire que là, tu es en train de convaincre... Moi, je suis anti-régime, mais en même temps, tu es la preuve vivante que après, tu l'as quand même associé à du sport. Hein.
Voilà. Faut quand même pas l'oublier, parce qu'il y a des gens, ils pensent que c'est une baguette magique. Alors oui, bien manger, c'est important, mais derrière, tu parles quand même qu'à un moment donné, tu étais à 6 séances par semaine. C'est énorme. Oui, j'étais devenu très addict et donc c'est ce qui a expliqué que en fait ma nutritionniste elle m'a dit que j'avais battu le record en fait parce que 9 Bah oui. kilos en un mois en fait elle a jamais eu un cas comme ça quoi. Bah oui. Et donc, Ce n'est pas un régime. mais t'as perdu tes 20-25 kilos en combien de temps là? 5 mois. Ah, c'est énorme. Même toi, psychologiquement, ta silhouette, elle a totalement été transformée. Oui, et donc j'ai gardé des anciennes photos pour me rappeler qui j'étais avant. Et quand je la montre à des gens, bah, Ils te croient franchement, pas bah non. Surtout qu'à mon anniversaire, à mes 30 ans en fait, j'avais une amie qui est venue que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et elle a cru que j'étais mon petit frère. Ah putain, Du c'est coup, fou. après, Ouais. elle m'a dit bonjour, oui, c'est toi le petit frère d'Alain. Du coup, moi j'ai cru qu'elle rigolait, qu'elle faisait de l'ironie. Et après, le temps a passé et là, elle se demandait, mais en fait, il est où là Alain, il vient même pas à sa soirée quoi. Là, je fais, c'est moi. Putain, c'est fou. Elle m'a regardé, elle fait les gros yeux. T'as jamais recraqué, t'as jamais fait d'écart depuis, t'as pas repris un peu, t'arrives à t'y tenir? Ah, bien sûr que oui. En fait, ne pas craquer, si tu veux, ça c'est le gros challenge. Mais en fait, c'est ça l'intérêt de Natura, c'est que ce n'est pas un régime alimentaire, c'est vraiment de la rééducation alimentaire. C'est ça, c'est le terme vraiment phare de cette société, c'est qu'on t'apprend à te renourrir, à te rééduquer, à manger correctement en fait. Oui, mais t'as pas, par exemple, envie de te jeter sur du chocolat? Bien sûr que oui. Et tu le fais? Bien sûr que oui, mais ça s'appelle tout simplement un plaisir. Parce que là, il ne s'agit pas de réfréner tes plaisirs. Le Natura ne te dit surtout pas que tu dois te préserver et ne plus te faire plaisir. C'est pas du tout la politique de cette boîte. En fait, après, il y a se faire plaisir et faire plaisir. Si tu t'envoies une tablette de... C'est sûr qu'il ne faut pas le faire de manière régulière, sinon ce n'est même plus un plaisir. Là, c'est tout simplement l'abandon de ta rééducation. Donc, le programme consiste à une rééducation, c'est-à-dire on va te prescrire un programme qui est à vie. Donc, tu sais que les 2 premières semaines, tu vas en chier. Ça t'a coûté combien? Alors, au total? Franchement, au total, j'en sais rien. Mais sans si le tu sport, veux... hein, juste Natura House. Oui, alors si tu veux, en moyenne, on te dit qu'une fois par semaine, tu dois aller faire un suivi et ça te coûtera 43 € par semaine. Mais c'est tout. Il C'est n'y a tout. pas de plat préparé, de trucs qui t'envoient. Non, parce que tu fais ta bouffe. Non, parce que ça vise à ce que si toi, tu dois te réadapter à ton alimentation, c'est toi qui dois préparer tes propres repas. Donc ça t'a coûté ça pendant combien de temps? Ça m'a coûté ça pendant, allez, on va dire, avant 1 an, je dirais peut-être 9 mois. Ouais, alors... Parce que, en fait, le plus important, c'est surtout le suivi hebdomadaire. Ouais, donc ça t'a coûté quand même... 200 €. Non, 1002. Ah, Non, attends, parce que t'es à 45 par semaine. oui. Donc, 3 x 4, 12. Non, 4 x 4, 16. Donc 160 par mois. Non, parce que... Ah oui, c'est ça, 160 mais... par mois, si tu restes sur 10 mois, ça fait 1006. Oui, mais comparé à Comme J'aime, qui m'aurait coûté 400 € Ah par non, mais mois... je compare rien. Je fais le calcul, en fait. Je fais le calcul. Mais ça va, hein, ça... Après, il y a des nutritionnistes aussi. Ça peut peut-être être moins cher en allant voir directement un nutritionniste. Ben, en fait, on avait la prescription, mais en fait, on avait des compléments alimentaires. Ah, d'accord. Donc, les compléments alimentaires ont tout simplement boosté la perte. Surtout que les compléments, ça cible différentes parties. En fait, on ne te dit pas que ceci va t'aider à perdre des graisses. Non, en fait, ils ciblent d'autres choses comme la rétention d'eau. Et comme la plupart des adhérentes au programme sont des femmes, ben, il y a également des compléments pour tout ce qui est ménopause, pour tout ce qui est problème hormonal. Donc voilà, ça ne cible pas que de la perte en termes de graisse. C'est vraiment assez complémentaire sur beaucoup de choses. Et le sport, tu t'es tenu au rythme encore aujourd'hui? C'est-à-dire que tu as toujours un rythme régulier Ah bah aujourd'hui, je me prépare à devenir animateur sportif auprès d'une société de gym suédoise. Ah bon? Oui. Bravo. Eh oui, j'en reviens de loin. S'il y a 2 ans, on m'a dit qu'un jour je serais animateur sportif, je me serais ri moi-même. Donc, c'est génial. Ouais. Pendant la nutrition, donc je faisais que la cardio. Puis après, voilà, j'ai arrêté cette salle de sport parce que je la trouvais un peu chère. Du coup, je suis passé à une autre chaîne de salles sportives qui était beaucoup plus abordable et pour laquelle j'étais vraiment fan. Et après, ma meilleure amie m'a engrainé dans la gym suédoise. Du coup, voilà, une chose en entraînant une autre. Je suis hôte aujourd'hui, un hôte d'accueil. Et j'ai passé les sélections pour devenir animateur. Bravo, c'est bien. Hein.
C'est Voilà, un bon franchement, exemple. c'est, Si on ouais, m'avait j'ai dit, je pensais adoré. pas du tout qu'on allait parler de ça aujourd'hui parce que tu me l'avais pas stipulé dans le mail, donc c'est cool. C'est Non, vachement je pensais pas moi non plus. Puis je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui vont être super attentives à ce que tu dis. Encore une fois, je vais quand même renseigner si je peux pas faire de l'affiliation pour Naturaos, hein, parce que du coup, Il y a 660 centres en France. non mais Y je a pas pense, de souci. non mais de trouver un lien et si jamais des gens s'abonnent sur Naturaos grâce à cet épisode, bah, que je touche une commission sur les abonnements. Hein. Oui, moi si j'avais parrainé dans l'agence où je suis allé, là j'aurais gagné des points. Et en fait, ils te récompensent par perte de 5 kilos. En fait, tu te gagnes un goodies par tranche de 5 kilos C'est quoi perdus. comme goodies? J'ai eu un podomètre une fois, et puis après j'ai eu un mug, ou alors une sacoche pour mettre ta gamelle. Ok. Oh, Ou sympa, alors c'est tu peux sympa. également gagner des produits alimentaires, parce que oui, il y a également des plats préparés, mais moi j'y touche Je suis pas. en train de me demander si ma mère, elle a pas fait ça ou elle envisage pas de faire ça. Je vais me renseigner. Parce que le nom a été stipulé dans ma vie plusieurs fois. Je regarde pas la télé, mais il y a de la pub à la télé. Voilà. Non. Non? T'es Non. sûr? Non. Mais pourquoi je connais? Parce qu'il y a beaucoup de centres à Paris. Mais Tu as dû passer devant une boutique, parce que oui, moi, quelquefois, j'en tombe sur une ou deux dans la rue. Donc, je me reconnais, et j'ai essayé d'engrainer plein de personnes. J'ai engrainé 2 collègues qui sont une qui est encore. Elle a réussi à perdre près de 10 kilos avant son mariage. C'était l'objectif. Mhm. J'en ai Comme engrainé. toutes les copines ont fait Oui, ça. j'en ai engrainé une autre avec qui on s'était pris en photo avant et après. Franchement, la transformation, c'était Je incroyable. tiens à préciser que je ne fais pas la promotion des régimes, que je ne suis plutôt pas pour, mais je dois admettre que Alain, qui est devant moi, j'ai du mal à le croire. On dirait qu'il a été mandaté par Naturaos, qu'en fait c'est un faux témoignage. Mais non, il n'y a aucune raison de me dire ça aujourd'hui. Donc je le laisse dire comme tous les autres sa vie, son histoire. Mais en tout cas, voilà, je prône pas le régime, mais effectivement, ça a marché sur lui. Donc ça me met limite, moi, la puce à l'oreille où j'irais bien perdre mes quelques kilos chez un au moins nutritionniste. Mais en tout cas, voilà, je tiens à préciser que je ne fais pas de promotion. Mais l'épisode précédemment, c'était sur le porno. On est quand même sur des... Tiens, d'ailleurs, bon, après j'arrête, on va poser la dernière question. Le porno, t'en regardes Oui, fréquemment, tous les jours oui. Bah c'est tout. Non mais parce que je me suis rendu compte qu'en fait en faisant l'épisode avec Noah et en ayant abordé plusieurs fois le sujet du porno avec les hommes, je sais qu'il y a plein de copines, de moins en moins, mais qui n'acceptent pas que leur mec regarde du porno et qui font encore un blocage sur le fait que mais si je le contente, pourquoi il a besoin d'aller voir du porno et tout, alors que c'est un autre délire. Il y a beaucoup d'hommes qui regardent du porno. Ah, c'est 2 choses différentes. Enfin, il peut les relations les plus saines ne sont pas forcément sans regarder du porno. Mais oui, mais je voulais juste... je vais la demander un peu plus souvent, cette question-là, sur le porno. Parce que je veux faire le lien dans le sens où je ne fais pas la propagande du porno. C'est juste un fait. C'est-à-dire qu'il y a des hommes beaucoup d'hommes, ça cartonne, c'est ce qui marche le mieux sur Internet. Donc c'est qu'il y a une raison et que c'est pas la peine de se voiler la face. Oui, les hommes, majoritairement, regardent du porno et c'est pas un crime. Point. Bien sûr que non. C'est assez ironique, parce que en fait, je suis célibataire, je vis seul, et pourtant, pour regarder du porno, j'allume une page de navigation privée. Ouais, mais il y a peut-être une psychose par rapport à si un jour C'est il y le a fait une enquête. d'être surpris un jour, ouais, c'est ça. Ah, ça c'est intéressant. Peut-être que... Bah alors, les hommes qui écoutent ce podcast, parce que je sais que vous êtes nombreux aussi, je serais curieuse d'avoir votre avis sur est-ce qu'instinctivement... Mais je comprends ça, parce que dans l'épisode précédent, j'ai dit que j'avais regardé, parce qu'on a parlé de porno éthique et féministe, et donc du coup, je suis allée tester la plateforme pour en faire la promotion. Je suis allée voir le film gratuit de la plateforme. Et effectivement... Quand je regarde du porno, le peu que je regarde, je baisse le son, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un voisin qui entende. Là, j'ai une forme de gêne à me dire, je regarde du porno, tu vois. Oui. Ah, là-dessus, là, c'est clair que je ne regarderai jamais un porno sur mon mobile. Ah ouais? Alors là, non, parce que déjà, quand je désactive le son, j'oublie de le faire. Du coup, pour moi, c'est une sécurité évidente de ne pas regarder de porno en live sur le mobile. Pourtant, c'est en progression. Enfin, apparemment, là...
J'ai plus les chiffres, mais c'était genre 80% des gens regardent le porno sur mobile, quoi. Mais en fait, moi, j'ai une raison simple parce que tout simplement, dans un petit format, je suis moins excité, c'est tout. Mais tu peux te le coller au visage. Je sais pas. Bah, écoute, alors là, bah, en fait, non, en fait, le regarder sur un petit format, surtout que j'ai tendance à regarder, je regarde beaucoup de vidéos, surtout des tutoriels sur YouTube, et Et soudainement, c'est quoi si sur je- l'iPad? Non, sur mon téléphone. Mais le porno. Ah non, moi j'ai un PC. Ah, J'ai c'est un sur le PC. PC. Non, Voilà. parce que Noah, il disait que lui, là, bon, les premières fois il a regardé du porno, c'était sur l'iPad de sa mère. mais que du coup, tu vois, j'essaie de voir les choses que j'ai déjà entendues. Et vu que j'avais vu des études sur le mobile, et que le porno, justement, constatait que la consommation majoritaire de porno se faisait sur mobile. Donc, ce qui expliquerait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des grands écrans sur leur mobile. C'est possible, c'est une possibilité sur 7 milliards. Allez, on va aller à la question de fin. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Ah, j'aime beaucoup cette question. Bah écoute, à celle-là, je vais en répondre en 2 temps en fait. Alors, la dernière fois que j'ai pleuré sans raison volontaire, je dirais que ça remonte il y a 4 ou 5 ans quand je vivais encore chez mes parents. C'était à la suite d'un cauchemar. J'ai rêvé du décès de ma mère et je te jure, je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux Et tu t'en souviens? et je m'en souviens. Et la dernière fois, la toute dernière fois, La là? toute dernière fois, je dirais que ça remonte il y a 3 mois quand j'ai essayé de pleurer sur commande. En fait, j'aime beaucoup faire l'exercice de pleurer sur commande, histoire de savoir si j'ai un bon jeu d'acteur. Et du coup, je me force à songer à des choses vraiment assez tragiques. Enfin, pas de mon expérience, mais par exemple, des scènes de séries... Mais donc, tu ne pleures pas naturellement, même si la scène est tragique devant une série, il faut que tu te forces pour pleurer. Oui. C'est pas instinctif chez toi Je de pense pleurer. que dû à une émotion forte, je suis capable de pleurer sans le vouloir. Mais après... Ouais, mais là, t'as l'air de dire que c'est pas souvent. C'est-à-dire que là, tu me remontes une histoire d'il y a 4 ans avec un cauchemar. Oui. Là, tu me dis que tu te fais violence à pleurer. Enfin, violence, façon de parler, dans le sens où tu essaies d'y arriver. Oui. Donc, du coup, chez toi, c'est pas dans ta nature de verser une larme. Non, en fait, je n'essaie pas de développer une sensibilité à des émotions fortes. Je pense que c'est juste que les émotions, enfin, les tragédies ou etc., j'essaie de les intérioriser, histoire de me dire que si je dois être fort pour quelqu'un, pour prêter une épaule, il faut que je sois là. Mais t'as déjà vu ton père pleurer? Oui. Beaucoup de fois? Enfin... Non, pas beaucoup de fois, effectivement. En fait, la dernière fois que je l'ai vu pleurer, ça devait être au Vietnam. Je devais peut-être avoir 17 ans. Et il y a eu une dispute entre lui, ma tante et ma mère dans une voiture. On était dans un circuit. J'ignore pour quelle raison. Enfin, c'est la raison pour laquelle j'aimerais apprendre le vietnamien, c'est que histoire de pouvoir réagir, etc. Mais oui, il avait effectivement pleuré, il balbutiait. Et j'avoue que c'était la première fois que je le voyais dans un tel état. Donc, D'ailleurs, à ce sujet, bon, pendant qu'on y est, de toute façon, c'est sans fin cet épisode. Mais en ce moment, il y a vu qu'il y a eu le basketteur des Lakers qui est mort, là, Kobe. J'arrête pas de voir j'ai pas les noms, hein, mais je mettrai les vidéos dans l'article sur le site, mais notamment Jimmy Fallon qui vient de poster une vidéo en hommage à lui, et les mecs pleurent. Dire que t'as des gros basketteurs, pas gros, des grands molosses basketteurs. T'as l'impression qu'il y en a un, il fait 2m12, j'ai regardé sur Wikipédia tellement il est monstrueux quand tu le vois dans l'interview physiquement. Et le mec, il a les larmes quand il parle. Alors je sais que justement, cette histoire est tragique, elle me bouleverse et elle fait que confirmer que la vie est courte et qu'il faut dire aux gens qu'on les aime quand c'est le cas. Et je trouve que ça fait du bien à la société de montrer que des mecs comme ça, ils ont aucune gêne devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier à pleurer et à assumer leurs larmes. Et je me dis, waouh, là, il se passe quelque chose. Parce que c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne voyait pas dans les médias, dans la culture pop. On ne voyait pas les mecs pleurer. Rarement. C'est-à-dire que c'était vraiment anecdotique. Et là, il n'y a aucune gêne. La plupart, c'est des vidéos qui ont été enregistrées, c'est pas des lives. Et les mecs, ils laissent ça. Alors peut-être qu'il y en a, genre Jimmy Fallon, qui exagère le truc pour buzzer ou j'en sais rien. Mais je pense que globalement, c'est quand même des mecs qui vivent un truc tragique en ce moment, incroyable, et qui assument
que ça les bouleverse au point de pleurer? Je pense que si un membre de ma famille mourait ou que ma meilleure amie mourait, je pense que oui. Je pense que là, rien n'empêchera mes larmes de couler. Même mon crush américain, je pense que ouais, s'il lui arrivait quelque chose, enfin lui, la personne qui m'a le plus inspiré à faire toutes ces transformations, je pense que là, ça me toucherait beaucoup. Mais face à des cas d'histoire qui, pour moi, méritent d'être forts, je pense que là, je me montrerai plutôt fort à ce sujet. Ok. Bah merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes un homme et souhaitez participer, n'hésitez pas à me contacter. Pour rappel, je serai à Toulon mi-mars, donc si tu es un homme ou connais quelqu'un sur place qui serait un bon invité, n'hésite pas à lui en parler. Vous pouvez toujours soutenir le podcast sur Tipeee et via PayPal. L'adresse mail pour me contacter et participer, ilseconfie@gmail.com, est la même que celle du compte PayPal si vous souhaitez faire un don de manière plus simplifiée. À très vite.